Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour ce premier conseil municipal de la rentrée, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Approbation du procès verbal de la séance du 27 juin. Ah, il faut que je fasse la paix. Laissez-le finir, monsieur le maire. Non, à un moment donné. Voilà, donc, je suis là, monsieur Dossio. Présent. Madame Gianarelli. Présent. Monsieur Laroche. Présent. Madame Caillol. Présent. Monsieur Strodo. Présent. Madame Lissonnet a donné procuration à monsieur Casimir. Monsieur Casimir. Présent. Madame Delagarde. Présente. Monsieur Chacre. Présent. Monsieur Lévesque. Présent. Madame Inter-Nicolas. Présent. Madame Mouret. Présent. Monsieur Stallone. Présent. Monsieur Bouillon. Présent. Monsieur Pro. Présent. Madame Ramous. Madame Guaran a donné procuration à Madame Caillol. Madame Garcia a donné procuration à Monsieur Chacre. Madame Raymond n'est pas là. Monsieur Ducrot a donné procuration à Monsieur Strodo. Monsieur Marconnet m'a donné procuration. Madame Plisson. Madame Violo. Monsieur Egea. Présent. Madame Michelas a donné procuration à Madame Lucchini. Madame Lucchini. Présent. Monsieur Lanterelli est absent. Monsieur Siméon. Présent. Madame Bernardo. Présent. Madame Pelofi. Présent. Monsieur Mazet. Présent. Et Monsieur Autochou. Toujours présent. Donc, comme à tous les conseils municipaux, je vous propose, conformément à l'article de la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales, de décider à l'unanimité de recourir au scrutin public pour la désignation du secrétaire de séance. Il n'y a pas de problème. Donc, je vous propose de désigner Madame Plisson, puisque Madame Garcia n'est pas là. Félicitations. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Approbation du procès verbal de la séance du 27 juin 2013. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Passons à l'ordre du jour. Compte rendu des décisions. Tu vas? Tu es prêt? Oui, j'y vais. La 13143. Bon, je vais lire comme il y a du monde. Formation, création d'une valisette pédagogique et de sensibilisation à la différence et au handicap, thème de l'alimentation. Qui est concerné? De la Souribert. C'est la crèche. La crèche. Ok, merci. La 13 040, de la 13 145 à la 13 150, c'est la désignation de maître Sebac pour défendre les intérêts de la commune. Est-ce qu'on peut avoir des explications rapides pour chaque dossier? Voilà, donc le dossier, le premier là, donc Hutinet, c'est un différend entre M. Hutinet et la SCI FBG 13 qui avait déposé un permis, une déclaration préalable. Donc la SCI a retiré son dossier, donc le dossier, comme on était partie prenante, puisque D'accord. non, mais le dossier a été retiré. Donc la question est réglée. On continue, 146, 147, Voilà. 148, il y en a 3 pour la même Voilà, personne. le 45, non, le 46. 46. Le 46, c'est une préemption d'une partie d'un terrain situé à côté de la station d'épuration. C'est vieux ça. C'est vieux, voilà. Donc nous avons perdu. Il y a eu un recours en indemnité sur ce point et la requête en indemnisation a été rejetée.
a perdu là, donc le terrain reste au propriétaire. Reste au propriétaire. En fait, c'était le notaire qui avait fait une erreur, parce qu'il nous avait fait une DIA sur la totalité de l'unité foncière. Et en fait, il vendait qu'une partie de l'unité foncière. Alors vu que nous, quand on a vu le prix, s'il y avait 13 000 et quelques mètres, on a vu le prix, on a dit, attendez, à ce prix-là, ça vaut peut-être le coup de se positionner. Sauf que c'était qu'une partie. C'était qu'une partie, mais c'était pas précisé dans la DIA. Donc c'est fini, non? Donc c'est terminé, là. Ouais, Cette affaire est terminée. Non, il a retiré la vente. D'accord. 47 et 48. 147, 148. 147, 148. C'est dans quel ordre? Ben, c'est le même permis. Voilà, le permis le 140. Donc, nous avons, lors de la révision, la dernière révision du POS, nous avons établi un certain nombre de réserves foncières, etc. Donc, lorsque M. Laleuf s'en est aperçu, ben, il a déposé 2 permis successifs que l'on a rejetés, puisque la réserve foncière le concernant, c'est de la rue Lamartine, la rue Saint-Éloi, le boulevard de Valade-la-Chapelle, la rue du Camille Pelletin, tout ce grand carré là. Voilà, donc les 3 sont liés là. Et le 49, c'est Madame Olivier. Madame Olivier, c'est, pour ceux qui connaissaient, c'est la fille de Bruno, là, qui travaillait à la Tête Noire. Ouais. Bizarzik. Donc ce monsieur avait déposé un permis de construire et nous avons mis un sursis à statuer, puisque le permis de construire il était également dans un périmètre réservé, etc. etc. Donc il nous a attaqué, le jugement a été rendu le 25/4 et nous avons fait appel de ce jugement parce qu'il semblerait qu'il y ait une mauvaise interprétation de la règle de droit. Donc on attend la suite. Donc de partout, c'est des réserves pour les logements sociaux, tout ça. C'est ça ou pas? Oui. Et lorsqu'ils déposent les permis ici, c'est la totalité de permis de logement qu'il faut faire là-dessus, ou si par exemple ils déposent un permis? Non, c'est une réserve pour mixité sociale. Et ça ne les intéresse pas non plus de faire la mixité? Dans le permis qu'ils ont déposé, non. Et c'est au tribunal administratif, toutes ces affaires? Ouais. D'accord. Et le 150, alors Alors le 150, c'est une histoire ancienne, puisque la ville, dans une autre vie, on va dire, au siècle dernier, avait préempté un terrain à M. Bendotti. C'est les terrains d'en face, là, qui sont entre la 113 et chez lui. Voilà. C'est là ceux qui sont fermés où on ne peut pas garer, non? En face de l'espace? Non, mais ils sont pas aménagés, on va dire. Ils ne sont pas aménagés, voilà. Mais il y a un endroit où je sais qu'il y a un conflit, et je sais que c'est fermé avec des blocs béton. Voilà, c'est cela. Donc c'est celui-là? Et voilà. Qu'est-ce que c'était la nature du conflit, là? La nature du conflit, c'est que M. Bendotti conteste la préemption d'il y a, je ne sais pas combien, 12 ans. Et nous, la préemption, on la faisait pourquoi? La préemption, à c'était l'époque, il fallait que je ressorte le dossier. Pour pouvoir avoir... c'est aussi une acquisition que la commune veut faire pour acquérir le terrain de la... Non, mais la commune a acquis ces terrains. Ah oui, d'accord, par voie de préemption, vous les avez acquis. Et il n'est pas d'accord et puis il attaque. Mon prédécesseur a acquis ces terrains et maintenant il attaque... Parce qu'il y avait la possibilité entre l'entreprise et le terrain. Apparemment, il y a peu de possibilités. C'est dans la zone d'activité Rognac-Nord. Voilà, il y a fort plusieurs des télés. Ça fait 15 ans que ça dure? Peut-être plus. C'est à plus de 15 ans, non? Ah ben c'était il y a plus de 12 ans. C'était sous la municipalité de M. Batigier. Je n'ai jamais entendu parler de La 157, quelle est la nature de l'audit là, pour la mission d'audit, d'assistance et de services en conseil pour la passation et l'exécution des marchés publics d'assurance? C'est pour l'ensemble des assurances de la ville. Avant de passer l'appel d'offres. Oui. Voilà.
Ok. D'ailleurs, on va le voir, c'est la CRO est programmée, je ne sais pas quand. Oui, il est plus sur le site, oui, donc ça Le doit... logiciel municipal. Attends, j'en ai encore une. On ne comprend pas bien la différence entre les rétrocessions de cabots, là. La 13 168, pardon, c'est à 411,62 €, et la 13 183, elle est à 2073,31 €. Bon, il doit y avoir un 2 places, un 6 places, mais enfin... Oui, oui. Oui, puis il y a des différences de grandeur de caveau et puis de l'antériorité aussi. Ah, d'accord, Voilà. c'était clair. Donc on le rachète Oui, en fonction de ce qui avait été acheté. J'avais déjà dû poser la question. J'en ai encore une, après c'est terminé. La 13 139, séjour du MAS au centre de vacances, le Haut-Perron, du 22/7 au 2/8. Un seul enfant de 14 ans qui n'est pas resté les 10 jours, et on a une somme de 3 186 €. Alors là, je suppose que la somme de 3 186 €, ça correspond au nombre de participants. Oui. Mauvais point, vous n'avez pas mis le nom. En fait, en fait, il y avait deux possibilités d'inscription. Il y avait une possibilité d'inscription sur 5 jours et une possibilité d'inscription sur 10 jours. Donc il y a 11 enfants qui sont restés les 10 jours complets. Il y a une ligne qui a sauté là. Voilà. Il y a 11 enfants qui sont restés les 10 jours complets et il y a un seul enfant qui n'a fait que le séjour. D'accord. Voilà. Et il y a deux animateurs. Voilà. C'est pour ça que ça faisait cher pour 5 jours. T'as signé la livraison, Le logiciel municipal. Sur la 13 142, vous nous expliquez un peu, c'est le nouveau système de verbalisation là ou pas? Je ne sais pas. Ah non, c'est pas du tout ça. Ah, c'est quoi? Non, c'est... il y a toute une série de c'est pour la main courante, le rapport des PV, les bulletins de service, les plannings, les gestions d'émissions, fourrière automobile, etc. C'est quelle page ça? La première, La première. Oui, d'accord. Municipal, oui. Municipal, j'avais compris municipal. Gérald. Moi je passe un dernier, donc je vous remercie pour toutes les explications concernant nos actions en justice. Il y a quelque chose qui m'impressionne, c'est tous les travaux d'impression justement. Je veux dire, au total, ça représente quand même une certaine somme, non? Il n'y a pas d'augmentation par rapport aux années précédentes? Non, c'est les travaux d'impression, il y en a 3 que c'est les travaux d'impression pour c'est le service à M. Pécheville. Les travaux d'impression, c'est le CG, ça. 75, 76, c'est les feuilles en tête, qu'on redistribue dans toute la redistribuer. D'accord. On le fait périodiquement, en fait. Pardon? On le fait périodiquement. Périodiquement, oui, d'accord. Mais... Ensuite, je note, comme il y a beaucoup de gens qui le demandent, hein, c'est pas une critique, mais bon, le feu d'artifice, à 17 000 €, bon, c'est à souligner, à dire, hein, puisque beaucoup de gens le demandent. Et puis après, moi, j'ai une petite question, c'est concernant la location de bouteilles à oxygène pour la piscine municipale. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est obligatoire. Ah ouais. Mais pour quoi? C'est obligatoire en cas de problème. On est tenu d'avoir à disposition, etc. Sauf que c'est pas précisé. C'est ça seulement. Pardon? C'est qu'une location. C'est qu'une location, mais c'est sur 5 ans. Hein. Ah ouais, d'accord. Pourquoi une aussi grande latitude sur les travaux d'impression pour le flash, là, entre 21 400 et 48 150? Il faut aligner un maxi. Oui, mais pourquoi autant de différences? Vous avez que c'est le nombre de... Il y a un nombre de flashs en principe. Il y a un certain nombre de flashs. Il y a des flashs où on peut faire passer plus d'informations, qui sont plus gros, d'autres moins gros. Et si à un moment donné on n'est pas dans le mini ou le maxi, on est embêté. Donc, ouais, là, vous en avez quelques-unes de pages. Il y en a quelques-unes de pages, entre 21 400 et 48 000. Vous voyez, la période qui s'annonce est propice à donner beaucoup d'informations. Alors, d'autres questions? Non. Donc, je vous demande de prendre acte. Voilà. Sur le rapport suivant, là aussi on prend acte.
compte rendu des rapports d'activité de la communauté d'Aglo-Agropole Provence. Alors j'espère que vous allez me faire la grâce de vous lire les 150 pages. Il y en a 150. Ouais, il y a des tableaux. C'est ce qui s'est passé au cours de l'année 2012. Moi, j'aurais deux petites questions. Enfin, j'aimerais bien que vous nous fassiez le point sur, d'abord, lors du dernier conseil municipal, celui de juin, il y avait une histoire de delta de siège, enfin une différence de siège, puis qui avait été faite au détriment, le delta c'est au détriment de la ville de Centre, du Salon, et au bénéfice de la ville de Béret. Et c'est pour cette raison qu'on s'était majoritairement abstenu dans cette... Alors, faire le point sur cette question-là. Et deuxièmement, ça a aussi un lien avec l'Aglopole, c'est sur la question de l'eau, notamment les compteurs verts. Je sais que vous avez reçu une délégation, qu'il y a une pétition, vous avez reçu une délégation, et bon, si vous pouviez nous faire le point un petit peu sur ces deux voilà, sujets. on a, alors, sur la première question, donc, nous nous sommes abstenus. Voilà. On n'a pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Donc, Pas de nouvelles, il n'y a rien de... voilà. Sur la deuxième question, nous avons invité, on va dire comme ça, la représentante de la SEM, voilà, qui est venue toute une après-midi avec les représentants d'Aglopole et qui nous a envoyé tout récemment d'ailleurs le relevé des personnes qui sont abonnées au compteur vert. Bon, j'ai juste le temps de le feuilleter parce que c'est arrivé hier ou aujourd'hui, je sais pas, voilà. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est que les compteurs verts représentent sur l'ensemble de l'Aglopole 545 de mémoire, 545 compteurs sur pratiquement 90 000 abonnés. Donc c'est vraiment... Voilà, hein, voilà. Donc, et il s'avère qu'au niveau de ces compteurs verts, il y a beaucoup, hein, il y a 80% des gens qui ont un compteur vert. Et quand parce que j'ai demandé à ce qu'on me fournisse les consommations. Voilà. Et quand je vois les consommations, il y a des gens qui consomment moins de 10 mètres cubes par an. Donc je ne vois pas l'intérêt, compte tenu de la baisse du tarif de l'eau, d'avoir un compteur vert avec l'entretien que ça occasionne pour la société qui gère. Hein. Voilà. Donc on en est là, on aura d'autres réunions. Et... Oui, parce que quand même, il y a eu un investissement des personnes. Si elles l'ont acheté, peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont prêtes à abandonner le compteur vert, mais peut-être pas toutes non plus. Hein, oui, dire, non, mais voilà, il y a un choix à faire et le compteur vert ne devient rentable qu'au-delà d'une certaine consommation. Voilà. Quand on consomme moins de 20 mètres cubes par an, ça n'aura pas l'utilité de prendre un compteur vert. Hein. Non, mais elle devient intéressante pour qui? Pour la SEM ou pour... Non, pour l'adhérent. particulier. Pour le particulier. Oui. Alors, enfin, moi deux choses là-dessus. D'abord, premièrement, vu d'ailleurs qu'on a une latitude sur le nombre de pages, je pense qu'il aurait été important d'informer les utilisateurs, enfin les abonnés au compteur vert. Or, ça, vous n'avez pas informé. Je suis désolé, Madame Luchini, moi je suis chargé de l'eau, de l'assainissement, mais de l'eau potable, je ne suis pas égadier. Comment vous n'êtes pas quoi? Je ne suis pas égadier. Ah, d'accord. Voilà. Je ne connaissais pas le terme. Donc, voilà, je ne m'occupe pas de l'eau d'arrosage. D'accord. Enfin, vous êtes vice-président à la communauté d'agglomération. Les contrats d'eau et d'assainissement, c'est quand même, ça passe quand même par vous, puisque vous avez eu une réunion où vous avez dit que... On a les contrats de fourniture d'eau potable au robinet, oui, ça passe par moi. Les autres ne passent pas par moi. Et ils passent par qui alors? Puisque qui c'est qui signe les contrats avec la SEM si ce n'est pas vous? C'est qui? C'est particulier directement. Non, mais vous, en tant que vice-président délégué de l'eau et de l'assainissement à la SEM, lorsque vous avez reçu les abonnés des compteurs verts, vous leur avez bien dit que bon, c'était passé, que vous avez lu en diagonale, enfin tout ça. Donc à ce moment-là, l'argumentation n'était pas la même. Donc aujourd'hui, vous nous dites que c'est pas vous qui vous êtes occupé de ça?
Aujourd'hui, c'est non, Non, je c'est pas. confirme. Et j'ai pas dit ça en diagonale, que j'avais lu en diagonale. Ah, mais c'est ce qui est ressorti, c'est que vous avez Ah, mais dit des que- choses, des bruits de couloir, il en sort pas mal en ce moment. Hein. D'accord. Donc Voilà. vous avez lu, Hein. vous avez Pas lu- plus tard que hier, j'ai appris que j'avais été cambriolé. Ah bon? Voilà. J'ai appris que j'avais été cambriolé. Et vous faites peut-être partie du lot de ceux qui ont été cambriolés au Bébar Jacquet et que ça on ne le voit pas sur la presse. Donc peut-être effectivement, vous voyez, il y a eu quand même des... Hein? Mais enfin j'en reviens à l'eau et à l'assainissement parce que vos années... Aujourd'hui, nous travaillons sur ce dossier pour être agréable à tous les abonnés des compteurs verts, ceux de Rognac et ceux des autres communes. Mais au-delà du fait d'être agréable pour les abonnés, ce qui est très bien, moi je suis ici pour demander des explications. Hein, je veux dire, moi je ne suis pas usager du compteur vert, donc je veux bien comprendre lorsqu'on m'interpelle. C'est pour ça que je vous pose des questions à cette assemblée. Voilà, je vous dis, malgré tout, vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération. Il aura fallu que les abonnés soient mis devant le fait accompli, malgré, comme je vous disais, le nombre de pages du flash dans lequel vous auriez pu informer la population de ces changements. Il a fallu que les gens soient mis devant le fait accompli. Je ne dois pas parler français. Non, Excusez-moi, c'est vrai, je ne dois ce pas n'est parler pas- français. Je vous dis que je m'occupe de l'eau et de l'assainissement, de l'eau qui arrive au robinet et de l'eau qui est rejetée aux stations d'épuration. Monsieur Guillaume, L'eau qui est rejetée dans les fosses septiques et des trucs comme ça, c'est un autre service qui s'en occupe. Monsieur Guillaume, Voilà. Non mais j'essaie de vous expliquer, mais ça n'a pas l'air de vous suivre. Donc vous n'étiez pas au courant. donc vous n'avez pas signé les contrats, rien du tout. Je n'ai pas signé de contrat. D'accord. Bon, écoutez, alors, on vous demande c'est qui a signé le contrat à l'Agripole? Moi, j'aimerais bien savoir. Il y a bien un vice-président qui a signé ces contrats, c'est qui? Lorsque vous êtes... c'est au niveau Quand de la- vous voulez un compteur vert, vous vous adressez à la Société des eaux. Donc, ça ne passe plus du tout. Mais ça n'a jamais passé. Non, mais Moi, excusez-moi, je suis au compteur vert. Excusez-moi, moi j'avais un compteur vert. Quand j'ai voulu mettre un compteur vert, je ne me suis jamais adressée à la Non, mais il y a eu un compteur transfert, il y a eu un- Non, non, mais soyons clairs. Je suis un particulier, je veux mettre un compteur vert, je me suis adressée à la Société des eaux. J'ai reçu, comme quand on reçoit des augmentations des impôts, quand on reçoit des augmentations de quoi que ce soit, on nous demande pas notre avis. J'ai reçu une information de la Société des eaux m'informant qu'à partir de telle date, eh bien, il faudrait soit que je prenne la décision de garder mon compteur vert, soit de le faire enlever et de le résilier. Et au 30 septembre, si je le faisais avant, eh ben, je le résiliais sans frais. Si je le fais après, en plus, j'aurai des frais Et c'est pas ça, voilà. c'est pas ça. Mais si vous voulez, Non, mais- c'est pas la société des eaux va avec le particulier, l'aglopole qui nous en informe. Voilà, c'est tout. Moi, je n'ai pas demandé à la mairie, monsieur le maire ne s'occupe pas de la question n'est compteur pas là. vert. La délégation. C'est de savoir qui a pris la décision d'augmenter le compteur vert. Est-ce que c'est l'Aglopole ou est-ce que c'est directement la Société des eaux? C'est la Société des eaux. Société des eaux. Donc, Et qui n'en a pas informé l'Aglopole. C'est-à-dire que la Société des eaux gère en direct tout ce qui est l'eau d'arrosage sans passer Elle par n'a pas l'Aglopole. d'obligation. il y a une délégation de service public qui a changé. Il y a une délégation d'eau potable qui arrive au robinet pour la 5e fois, je vous dis ça. Il y a une obligation de traiter les eaux usées. Voilà, les obligations du service eau assainissement de la globale, elles se limitent à ça. Elles ne se limitent pas à arroser les jardins. Oui, donc C'est ça, une on info. a bien compris. Moi, ma question, Voilà. c'était de savoir que lorsqu'il y a eu cette délégation de service public qui a été transférée au service Aglopole, je ne sais plus comment il s'appelle, Les compteurs verts ne sont pas transférés. madame. ben, c'est la question que je vous pose. Mais voilà, mais oui, ça fait 5 fois que je vous le dis. Je vous en prie, monsieur Guillaume. Comment je vous en prie, mais je sais pas. Il a répondu, ça y est. Je vous- Allez, De on toute peut façon- revenir au rapport d'activité. Bon, enfin, de toute façon, c'est pas la peine d'insister parce On que peut la revenir. On revient sur le rapport d'activité. Pour les En fait, commentaires de toute du façon, rapport. on est content d'avoir un rapport d'activité au niveau de l'Aglopole parce que justement, comme on n'est jamais au courant de rien, au moins une fois par an, on sait ce que l'Aglopole peut faire parce qu'on est quand même membre de cette Aglopole. Rapport d'activité. Bon, moi j'ai quelques remarques à faire pour notre groupe. En page 4, bon, on note avec satisfaction quand même que le montant des attributions de compensation va être augmenté, donc je pense qu'on prépare la métropole pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Donc ça c'était le point positif. Elle a tout compris. Par contre, les points négatifs, c'est quand même marrant que pour un rapport d'activité, hein, quand même, je pense que c'est un document important. Comme je ne suis pas trop débordé en ce moment, j'ai noté qu'il y avait quand même 24 procurations, dont le président.
et 2 absents. Ça fait quand même 30% des élus de l'Aglopole qui n'assistent pas à la présentation du rapport général d'activité. C'est quand même pas mal. Ensuite, bon, les mêmes remarques que l'année dernière sur l'action économique. 3% du budget, il n'y a absolument toujours pas de prise en compte des zones d'activité de Rognac. Et ce qui est plus grave, c'est que, bon, il y a des zones aglopolaires, mais par contre, le service affaires économiques, il doit gérer l'ensemble des zones d'activité. C'est-à-dire que quand quelqu'un se présente à l'Aglopole qui cherche à investir sur l'Aglopole, il est systématiquement dirigé sur Berre ou le Salon, ou alors ailleurs. Les autres zones n'existent pas. Alors ça fait, bon, ça date depuis 2002 quand même le système. Il faudrait peut-être qu'il se réveille un peu. C'est pas normal ça. Monsieur Siméon, on était en discussion à l'époque pour une prise en compte d'intérêt communautaire. Ça aussi, c'est tombé à l'eau. Non, mais le problème, il y a les zones communautaires, mais tu as le service affaires économiques qui se doit quand même, quand quelqu'un vient, j'ai un exemple, je ne le donnerai pas, cette personne a été là-bas, et à aucun moment... On lui a parlé de Rognac. On lui a parlé de Rognac. C'est salaud, là. Et en plus, elle est sur Rognac. Cherche un terrain plus grand. Donc c'est quand même... il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors je ne veux pas trop critiquer le président, le vice-président délégué aux affaires économiques, c'est un copain, mais enfin, il devrait se bouger un peu. Non, mais il a eu des problèmes parce que dans son service, la personne qui s'occupait du service est partie. Voilà, est parti parce qu'il n'était pas de la région, il a eu l'opportunité d'avoir une place dans sa région d'origine. Il a eu un peu de mal à trouver un remplaçant. Une remplaçante. Enfin, ça fait quand même 10 ans qu'il cherche un poste et qu'on lui cherche une remplaçante alors, parce que depuis 10 ans, ils n'ont rien fait. Non, mais là, c'est récent. C'est comme ça, hein. Mais il n'est pas dans la région, il ne connaissait pas Rognac. Depuis 10 ans, il ne les a pas vus. Non, mais il suffit de voir l'état de nos zones et on aura tout compris. Non, mais ça, l'état des zones, c'est autre chose. Oui, non, mais enfin, voilà, c'est tout pour moi. Les gens, ils n'ont pas été là. Ça ne change pas les choses, mais ça fait du bien. À la page 28, là, concernant nos rapports avec l'EPF PACA, je vois que sur l'ensemble de l'Aglopole, donc il y avait 9 communes qui ont signé un accord avec elle. Si je comprends bien, il y a 280 logements qui ont été réalisés. Et sur les 280 logements qui ont été réalisés, si on tient compte des nôtres, on en fait un tiers rien qu'à nous. C'est-à-dire que les autres, ils ont signé des accords sans construire de logements. Pour beaucoup. Ils ont signé plus tard et puis ils ont des programmes. Parce que je vois Berlétan, par exemple, en 1, même si c'est vrai qu'ils sont au-delà des 25%, c'est pas fort. Ils n'ont pas d'obligation. Non, d'accord, ils n'ont pas d'obligation, mais il y a une obligation concernant les populations quand même. C'est pas la peine de s'embêter, on les accueille ici. Gérald, c'est pas la peine de s'embêter, on les accueille ici. Voilà. Mais à la fin, les Oliviers, ils ont fait 2 petits programmes. Il y a Belot aussi. Il y a Belot aussi, je crois. Enfin, bon, ça représente les constructions réalisées sur Rognac, ça représente en gros un tiers des logements réalisés sur l'ensemble de l'Aglopole. Ça veut dire que c'est pas très chaud. Il y a des programmes qui sont en cours sur Salon. On avait signé avec le PFPACA bien avant l'Aglopole. D'accord. L'Aglopole, on a signé avec l'Aglopole alors qu'on était déjà en partenariat. Voilà, on était déjà en partenariat avec le PF bien avant. C'est bon? C'est bon. On va changer tout ça, j'espère. On est là, ça. Allez, on vote. Rapport numéro 3. Avis sur la création d'un CIVOM à la carte par fusion du CIGEC, du SIE et du SIPS. Alors le CIGEC, c'est le syndicat intercommunal de gestion d'équipements communs. Le SIE, c'est le syndicat intercommunal d'électrification. Et le SIPS, c'est le syndicat intercommunal de protection et de sécurité. C'est pour les gens des 3 communes, Rognac, Velot, Lafare, qui ont le BIP là, pour pouvoir avertir en cas de... Donc je vous propose d'adhérer à ce CIVOM mais de préciser que l'adhésion ne se fera que pour les compétences qui nous concernent, puisque les 2 autres ne nous concernent pas. Le syndicat intercommunal de gestion d'équipements communs, c'est pour le gymnase qui a coup d'ours sur les... Donc on n'est pas concerné. Et pour le SIE, le syndicat intercommunal d'électrification, on n'est pas concerné non plus, puisqu'on est à
aux semaines. Donc, on adhérera pour justement pérenniser ce service de protection à domicile, oui. On a des problèmes. Donc, pardon ? En soi, c'est une bonne chose de regrouper. Oui, mais c'est pas une bonne chose, c'est une obligation surtout. Oui, non, mais c'est une bonne chose en soi quand même. Donc je vous propose d'émettre d'avis favorable sur le projet de création de ce CIVOM, mais de préciser que l'adhésion d'Aurognac concernera uniquement les compétences déléguées au SIPS. Bon, pour nous, ça ne pose pas de problème là-dessus, mais par contre, le fait de parler des syndicats, c'est juste une petite précision. Vous pouvez me dire ce qu'il en est? Je crois qu'on avait créé un syndicat pour le lycée de Velours. On en est où là? Et le lycée de Velours, il ne se fera pas puisque la région a décrété que ce n'était pas une priorité. Donc le syndicat va disparaître. Le syndicat va donc disparaître. On avait versé combien Pas une dedans, priorité déjà? parce que l'éducation nationale n'est pas prête à... Voilà, l'éducation nationale n'est pas prête à suivre. Voilà, c'est pour cette raison. Mais on avait versé quand même pas mal d'argent là-dedans, non? Si on crée Et on avait versé de l'argent notamment pour des études de faisabilité puisque c'était le terrain qui était situé, le projet était situé sur le terrain en face à la coopérative vinicole de Velours, là, au bord de la voie ferrée. Là. On n'avait absolument pas avancé sur les histoires de voirie ou des choses comme ça, non? Si, il y avait un projet, le projet l'étude, oui. Je pensais qu'on avait fait quelques travaux de voirie, non? Vous n'avez pas avancé? Il y avait quelques travaux de voirie à l'entrée, mais c'est pour desservir les 2 ou 3 entreprises qui sont refait une pierre, 2 coups. Mais normalement, il y aurait eu une entrée après ce qu'on appelle la gare de Velours, là, le bar de la gare, quand vous descendez, quand vous attaquez la descente sur le pont de l'Arc, l'entrée devait se faire là. Et il devait se créer un rond-point. Au niveau des délégués, il y aura une autre délibération pour n'avoir qu'un seul délégué au CIVOM. Enfin, Oui. on supprimera les trois. C'est en décembre, sur le C'est prochain. en décembre, d'accord. Parce que ça prendra effet qu'au 1er janvier. Hein. D'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous passons au rapport numéro 4. Budget principal, décision modificative numéro 2. Donc la présente décision modificative permet d'ajuster les crédits en cours d'exercice, les s'équilibrent en dépenses et en recettes de la façon suivante. En fonctionnement à 88 625 et en investissement à 227 627. 25, pardon. Voilà, donc vous avez des notifications, notamment de travaux de proximité, etc. etc. Je vois qu'il va y avoir la réflexion de la façade du CAM. Donc, je suppose que le procès est terminé? Le procès n'est pas terminé, mais nous avons fait tous les dossiers. Maintenant, on attend le jugement. Parce qu'il y a un mois de ça, on ne pouvait rien faire tant que le procès n'était pas terminé. Ben oui, mais là, nous sommes en attente, nous avons constaté, et par des experts, et nous avons... Vous aviez déjà constaté par un expert, enfin vous m'avez répondu, les vidéos en témoignent, que vous ne pouvez rien faire tant qu'il n'y avait pas le rendu du jugement. On a pris la décision, de 2 choses l'une, ou on obtient gain de cause et on aura une indemnité correspondante à ce que le jugement nous accordera, ou on n'obtient pas gain de cause, et à ce moment-là, vous verrez dans un rapport, je ne sais plus lequel, un peu plus loin, hein, nous allons demander une subvention au Conseil général pour justement... Et cette vérité était la même il y a un mois ou il y a 2 mois lorsque je vous ai posé la question. Et cette vérité, mais oui, mais vu la lenteur dans la procédure... Fait la procédure, ça fait combien? Ça fait 7 ans qu'elle y est. En fait, donc, il y a un mois de ça, que je vous ai posé la question, on ne pouvait absolument pas... Vous n'avez pas pu poser la question il y a un mois, ça fait le dernier conseil municipal était de juin. On est fin septembre. Alors, sérieux. Excusez-moi, c'est vrai que les tribunaux ont travaillé pendant les vacances d'été, c'est vrai.
Donc, enfin bon, toujours est-il qu'à force de marteler, nous obtenons, c'est bien, la rénovation de la façade. C'était quelque chose de nécessaire. C'est grâce à vous. Non, mais il a fallu marteler plusieurs fois. Vous me direz, pendant tout ce temps, la façade n'a pas cessé de se dégrader elle aussi. Hein, pour donner quelques explications en dehors mais c'est vrai que c'est pas grâce à moi, comme me dit mon collègue, c'est surtout grâce aux élections. Donc ça, c'est certain. Donc, pour donner quelques explications en dehors des politiques, on a attaqué, enfin il y a eu le 15 juin 2009, avait été désigné donc M. Bronzon en qualité d'expert. Ce M. Bronzon a donné un rapport le 9 mai 2011. On pensait que les choses allaient se précipiter. Ça n'a pas été le cas. En réponse aux diverses mémoires qui ont été données par les adversaires, on a présenté un nouveau mémoire de fond au président du TA à Marseille en janvier 2013. Et il s'avère que ça dure. Donc nous sommes en attente de la décision judiciaire. Donc on a décidé effectivement de faire le travail et en fonction, disons, du résultat de la décision judiciaire, eh bien on recalera les finances en fonction par rapport à... De toute façon, il y aura appel. Vous avez raison, monsieur Dezio, mais le papier qu'on vous a écrit là et que vous lisez aujourd'hui, il fallait simplement qu'on vous l'écrive il y a 3 mois. Comme ça, vous nous auriez donné cette réponse il y a 3 mois. Non, c'est pas à un moment donné, on pense que les actions en justice vont aller plus vite. Non, je veux pas. Vous êtes en train de me dire que l'action en justice n'a pas avancé, on en est au même point. Je vous dis simplement que ce que vous me dites aujourd'hui, vous auriez pu me le dire à 3 mois, mais vous n'aviez certainement pas les papiers que l'on vous a rédigés. Mais de toute façon, vous avez énormément de compétences. Vice-président, vous occupiez les chemins ruraux quand vous étiez vice-président, et vous avez toutes les compétences. Alors excusez-moi, là actuellement, en ce qui concerne... On est au 4e rapport, c'est déjà... En ce qui concerne, les procédures judiciaires, effectivement, il faut qu'on me donne quelques explications. Il faut qu'on me donne quelques explications, il faut qu'on me donne quelques dates, et les référés qui ont été déposés, ainsi de suite. Et effectivement, j'ai besoin de des informations, qu'on me les donne pour pouvoir vous les présenter. Voilà. C'est très bien, monsieur. C'est bon, on vous félicite de suivre votre dossier, on vous rappelle de le faire. Très bien. Une question, là, les cotisations de sécurité sociale des élus par patronal, 20 000 €. Vous participez pour diminuer le déficit de la sécurité sociale, c'est quoi Ça doit être pour ça, oui, ça a été instauré, et avec un effet rétroactif au 1er janvier. Voilà. Donc, finalement, vous êtes bien payé. Ça représente, c'est les indemnités qui sont fixées par la loi. Hein. Ouais, j'essaie de détendre l'atmosphère et c'est lui. On s'abstient. Qui est contre? Qui s'abstient? On s'abstient. Merci. Rapport numéro 5. Subvention d'équilibre du budget principal au budget annexe des pompes funèbres. Considérant qu'il convient de rembourser 2 actes de rétrocession qu'on a vu tout à l'heure, donc il est nécessaire de prévoir au budget principal une subvention d'équilibre de 1 800 € à destination du budget annexe des pompes funèbres. Donc je vous demande d'approuver cette affectation de cette subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bon, le rapport numéro 6 découle du précédent. Donc nous ajustons les crédits, la décision modificative numéro 1. Donc je vous demande d'intégrer ces 1 800 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 7. Lors de la séance du 4 avril dernier, le conseil municipal a voté les subventions accordées aux associations locales. Donc je vous propose d'accorder une subvention de fonctionnement supplémentaire et des subventions exceptionnelles liées à des projets et championnats. Donc vous avez la liste d'approuver les subventions, donc le tableau 6 juin. Tu veux la lire pour le public? Oui. Subvention de fonctionnement, l'association tennis 4 500, la coopérative primaire Jean Giono 7 500, puisque
c'est pour des classes rousses qui partent au premier trimestre. Donc, on reverse une avance, la subvention maintenant, parce que jusqu'à maintenant, les classes partaient au deuxième trimestre. Donc, on l'a voté au budget en début d'année. Des subventions exceptionnelles. L'amicale des sapeurs-pompiers, 450 € pour un trial en colline. Le tir sportif d'Aurognac, c'est pour des championnats, 2391. Le basket pour 2 championnats de France, 7500. Le cercle nautique d'Aurognac, c'est des stages d'été du Mazet, 2400. Escrime, pareil, stage d'été du Mazet, 1500. Aurognac natation, 1452, c'est pour les championnats, etc. RCL, 8400 pour 2 championnats de danse, 2000 pour un projet rencontre chorégraphique Festival La Danse et l'Enfant. La SR Gym Trampo, 6050, on a déjà parlé, c'est une procédure de licenciement. Et Atlas pour un championnat de danse, 2528, ce qui fait un montant de 34 671. Moi j'ai quelques questions là-dessus. Parce que je vois que les sommes s'accumulent au fil des conseils et je voudrais obtenir quelques informations dans les domaines culturels et sportifs. En effet, dans le domaine culturel, par exemple, il y a 2 associations qui figurent cette fois-ci, c'est RCL et Atlas. Alors, pour ne parler que de la première, par exemple, RCL, qui compte, je crois, 340 adhérents à peu près, et puis la seconde, Atlas, qui compte plus de 1000 adhérents. Moi, j'ai fait un total pour RCL, je suis arrivée à 6080 de subventions initiales, auxquelles on rajoute 8400 de championnat de danse, plus 2000 pour un projet chorégraphique. J'arrive à un total de 16 480, comme je disais, pour à peu près 340 adhérents. Là, je fais, puisqu'il y a Atlas qui figure, je fais une somme, un total pour Atlas, 19 710 de subventions initiales, plus 2528 pour un championnat de danse, j'arrive à 22 238 pour 1000 adhérents. Moi, j'aimerais que l'on m'explique un peu le mode de calcul, parce que franchement, pour 16 480 pour 340 adhérents et 22 238 pour 1000 adhérents, j'aimerais savoir comment ça fonctionne. C'est clair, il y a... Écoutez, vous faites un mélange entre les subventions que l'on donne de fonctionnement et les subventions par projet et les subventions pour les championnats. Je ne fais pas un mélange, ça fait trois choses. Voilà, je fais pas un mélange, je demande des explications. Et je vous explique. Les demandes de subventions de fonctionnement pour toutes les associations rognacaises et pour tous les rognacais, c'est un montant de 30 € en fonction de leurs adhérents rognacais. Donc ce sont les sommes qui ont déjà été attribuées aux associations. Ensuite, il y a une somme qui est attribuée par projet déposé. Donc les dossiers sont étudiés et on donne un pourcentage en fonction des projets pour les associations concernées. Et ensuite, les championnats, les championnats ça dépend, c'est un forfait fixe qui est donné en fonction d'ailleurs des justificatifs qui doivent être remis pour les déplacements pour les championnats. Alors si Atlas a 2 groupes, ils en ont 2 groupes, si RCL en a 4, ça en a 4, donc ça varie en fonction des groupes. Donc ça c'est les sommes que vous avez pour les championnats de danse, ça varie en fonction du nombre d'enfants, de leur participation, des enfants de moins de 16 ans qui sont pris en compte. D'accord. Et pour les projets, alors, vous faites un choix comment? Alors, Parce que je vois que, par exemple, Atlas, il y a un projet, RCL, il y a un projet. J'ai cru comprendre qu'Atlas, vous en avez demandé un pour cet été, et bon, je ne l'ai pas vu, donc je veux savoir un peu comment vous déterminez les projets que vous retenez ou pas. Le premier projet que nous a donné Atlas, que j'avais reçu d'ailleurs après, en même temps que d'ailleurs le projet d'RCL, c'était le même. C'était un projet qui parlait de fonctionnement, si vous voulez. Ce n'est pas un projet où il n'y avait pas un bilan, il n'y avait pas de bilan, il n'y avait pas de bilan prévisionnel pour ce projet. Donc c'était un projet de fonctionnement pour faire fonctionner la structure et nous avions déjà donné la subvention pour du fonctionnement. Donc nous ne pouvions pas, et je l'ai dit à l'époque aux responsables, nous ne pouvions pas redonner un budget de fonctionnement. Je leur ai demandé, puisque vous avez des projets cet été, dans le lot des projets que vous aviez, ressortez-moi un que vous voulez valider, et à ce moment-là, on verra ensemble avec un budget prévisionnel de ce projet. Quand l'association est revenue, m'a redonné un autre projet
Alors le projet, qui est le deuxième projet que m'a donné Atlas à ce moment-là, c'était un projet sur l'Internet, c'était de l'investissement. Et la commune ne finance pas de l'investissement. Donc nous avons été de nouveau obligés de retoquer ce projet. Et j'avais déjà expliqué aux deux présidents d'association ce que nous voulions exactement. Voilà. Donc ce que vous voulez me dire, c'est qu'en gros, donc, si on part au départ, c'est que l'association RCL a beaucoup plus d'adhérents que de Rognaquet, que ce que peut en avoir Atlas ou pas? L'association Atlas, non, c'est pas une... Je parle sur la subvention L'association Atlas a plus d'adhérents que l'association RCL, mais si vous voulez, en fonctionnement, pour que ce soit équitable, un Rognaquet qu'il aille à Atlas ou un Rognaquet qu'il aille à RCL, c'est un Rognaquet, je ne vais pas faire une différence entre les uns et les autres. Donc la subvention qui leur est donnée est un montant cette année de 30 € par adhérent Rognaquet. Alors après, les gens vont où ils veulent. Si Atlas a 1000 adhérents, ben, ce sera en fonction de 800, il nous a donné 657, je crois, cette année, c'était le montant qui était décidé. Donc le nombre d'adhérents qui était donné. Hein, donc à un instant T, on nous donne un nombre d'adhérents, nous faisons avec, et nous faisons la multiplication. Atlas a eu une somme par rapport au nombre d'adhérents qu'il nous a donné à un instant T. RCL pour la même chose, Top Dance pour la même chose. L'ensemble de la Sidon maintenant est sorti du système. Et l'association des peintres du Vieux Moulin, c'est le même système. Donc chaque... Vous disiez que la Sidon est sortie? Oui, on n'a pas pris parce qu'il y a un adhérent Rognaquet, je ne vais pas vous donner le nom pour 30 €. Hein, donc, voilà. Donc si vous voulez, l'association des peintres du Moulin, toutes les associations culturelles reçoivent le même montant de Rognaquet, ce qui est quand même plus juste. Le Lacidon, c'est pas l'association que vous preniez en prestation directement pour animer les musicales? Pas toujours, il y a des prestations que nous propose l'ensemble de Lacidon et d'autres que nous prenons nous hein, pour les musicales. C'est un choix. Alors bon, ça c'est pour le mode culturel. Moi je voudrais savoir aussi ce qu'il en est par exemple au mode sportif aussi. Bon, là aussi j'ai pris deux exemples. Je vois la FR Natation, j'ai rajouté un peu. Hein, je vois au départ 49 355. Ça n'a rien à voir, c'est une participation au championnat de France, madame. Je ne parle pas de ça, je vous parle de la subvention, monsieur. De la natation, participation au championnat de France. Je repars, comme j'ai pu le faire pour la culture, nous sommes repartis sur la subvention de base, je repars un peu sur la subvention de base pour savoir comment on fait le calcul entre différentes associations. C'est la réponse que vient de me faire Madame Gianarelli, qui est complète et que je comprends. Donc je vous demande à vous aussi, Monsieur Laroche, de m'expliquer un peu comment vous attribuez les subventions. Autant Madame Gianarelli, ça le mérite d'être clair, donc peut-être allez-vous nous donner la même explication. La SR Natation, je vois une subvention initiale de 49 355. Attendez, je n'ai pas claqué les talons là. Je prends... Les quoi? Tu as parlé calmement, madame, on est calme. Oui, je parle calmement, monsieur. Vous voulez savoir quoi? Mais si vous écoutiez, vous comprendrez. Je vous écoute, je vous écoute. Alors, je reprends. Je disais, je vois la section natation. 49 355. Non, moi je ne peux pas vous parler de ça ce soir, moi je vous parle de la natation. Sur le conseil municipal d'aujourd'hui, il est précisé... Mais ça j'ai compris, monsieur Laroche. Eh bien, je vous ai compris, c'est bon. Merci. Non, ça suffit pas, monsieur Laroche. Je suis en train d'expliquer comme Madame Gianarelli a pu m'expliquer de façon très pertinente son mode de calcul. J'aimerais que vous m'expliquiez comment vous faites vos choix pour attribuer des subventions. Vous le savez comment on fait nos choix, c'est un budget prévisionnel en fonction des frais, en fonction des dépenses qui exigent mais justement, alors, c'est ce que je vous demande. Ben, vous le savez. Non, je ne sais pas. Je suis là pour vous le demander en conseil, monsieur Laroche. Alors, eh bien, écoutez, vous avez entendu mes conseils. Mais non, je n'ai pas de réponse. Moi, je vois par exemple ASR Natation, 49 355, Gym Trampo 28 000, il y a 300, je crois, adhérents à la natation, c'est ce que vous m'aviez dit la dernière fois. Là, il y a 200 adhérents à la gym. Mais vous avez beaucoup de critères, vous avez des salariés, que ce soit la gymnastique, il y a des salariés, la natation, il y a 3 salariés. Aussi, oui. Donc, ben voilà à quoi correspondent les subventions. Vous me parlez d'associations comme des salariés. Ils ont toutes les deux, non. Donc c'est pour ça que je voudrais que vous m'expliquiez. Il n'y a pas des critères très justes comme fait Madame Gianarelli. Non, il n'y a pas les mêmes critères entre la culture. C'est moi qui détermine? Oui. Non, on fait partie. Vous savez comment ça se passe? Oui, mais justement, non, je ne sais pas. Moi, je ne détermine pas. Mais alors, c'est qui détermine, monsieur Laroche? C'est l'ensemble de l'équipe qui détermine en fonction des demandes de subventions. Donc, il doit bien y avoir quelqu'un dans cette équipe qui connaît les critères pour attribuer les subventions aux associations sportives. Les critères correspondent par rapport aux demandes effectuées par les associations. Oui, mais attendez. Alors, ça veut dire qu'il vous demande 100 000 €. Si les critères vous semblent corrects, c'est bon?
Enfin, madame, on reçoit les gens, on discute, on voit avec eux exactement le pourquoi du comment d'une demande de subvention. Et madame, il y a un dossier qui est fait. Si le dossier correspond, c'est très bien. S'il ne correspond pas, c'est pareil, on leur dit. Justement, c'est s'il correspond à quoi? C'est justement ce que je vous demande. Je vais vous l'expliquer, c'est par rapport à leurs demandes et par rapport à leurs dépenses. Par rapport à leur fonctionnement. Moi, j'apprécie mieux le mode de calcul qui vient de m'être expliqué. Eh bien, c'est très bien. Mais oui, mais ça veut dire... Les activités, madame, les activités culturelles, voilà, prenons un exemple. Les activités culturelles, elles se déroulent localement. Prenons l'exemple du basket cette année. L'équipe féminine accède à National 3. Elle va, jusqu'à maintenant, elle allait jouer à Salon, à Martigues, etc. etc. Aujourd'hui, en accédant à National 3, dimanche dernier, ils ont joué à Monaco. C'est vrai que vous avez raison, c'est un peu spécifique pour le foot et le basket. Dans quelques semaines, ils vont jouer à Bastia. Oui. Donc, il y a des frais supplémentaires. C'est spécifique aussi sur la gymnastique et sur le tennis et sur des associations qui ont des salariés. On est obligé d'en tenir compte, ça fait partie des critères. Mais oui, mais c'est ce que je vous ai dit, monsieur Laroche. La section natation a rien des critères. La section gymnastique a également des critères. Il y a aussi des championnats. Hein, je veux dire, c'est... tout pareil. Ça n'a rien à voir avec la gymnastique, par exemple, la natation et le football ou le judo. C'est totalement différent au niveau de la gestion au quotidien. Alors, chaque dossier est étudié au cas par cas. Donc on est obligé d'étudier chaque dossier cas par cas. Vous comprenez bien que nous, élus de Rognac, nous aimerions bien comprendre comment vous allouez les subventions. Mais ça s'est toujours fait comme ça depuis ces 4 ans. Ah non, moi aujourd'hui, qui dans cette assemblée, je ne marche pas comme ça, monsieur Géard. On parle de prison, non mais faites attention à ce que vous dites quand même. Revenons au sujet. Ce n'est pas parce que ça s'est fait comme ça depuis 50 ans. Moi, vous ne m'avez absolument pas expliqué aujourd'hui comment vous décidez... Chaque dossier est étudié. Voilà. Chaque dossier est étudié et nous, élus d'opposition, vous nous demandez de voter des subventions sans nous donner des explications. Eh bien, votez contre. Mais vous l'avez fait, madame. Ah d'accord. Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que nous faisons ce que nous voulons de l'argent public et nous ne sommes pas là pour vous donner des explications. Non, on ne fait pas ce qu'on veut de l'argent public. D'ailleurs, l'argent public, il est distribué à des sections. À qui bon vous semble et selon les critères qui vous semblent... Ça n'engage que vous, madame, et c'est très grave ce que vous dites. Oui. Non, c'est très grave. Quand on dit des choses comme ça, vous le prouvez, madame. Mais c'est vous qui le prouvez. Mais moi, je vous ai expliqué, moi. Vous m'avez rien expliqué. Je vous ai expliqué que c'est en fonction de certains critères. Mais quels critères? Donc je ne veux pas que vous mettiez en doute mon honnêteté là-dedans. Mais je n'ai rien dit. Non, mais je vous le dis en toute sincérité, monsieur Géard. Comment? Il n'y a que vous qui le dites. Non, vous m'avez dit prison, vous avez dit. Certains vont en prison, ça veut dire... Vous dites pour faire les choses par habitude. Il y en a que parce qu'ils faisaient les choses par habitude. Il y en a, mais ça ne se passe pas ici. C'est pas une d'accord? Ça ne se passe pas ici. Et madame Lucchini sait très bien comment je travaille et comment on fait les choses. Et on n'a jamais mis une seule subvention en fonction des critères. Jamais. Uniquement des critères sportifs. Pas la tête du client. Monsieur Siméon, je sais comment vous... Pas monsieur Siméon, excusez-moi. Monsieur Laroche, je sais comment vous travaillez à l'époque. Parce que je regardais ce que vous faisiez parce que je me chargeais des finances. Aujourd'hui, je ne suis pas... Aujourd'hui, je ne suis pas au sein de votre municipalité, donc je vous demande des explications claires. Vos explications n'ont pas du tout été claires. Vous m'avez simplement dit, et j'en terminerai là-dessus, vous m'avez dit, on décide en fonction des critères qui sont les vôtres, mais vous ne nous avez pas expliqué les critères. Non, pas les nôtres de critères, madame. Si, les vôtres. C'est pas les nôtres. C'est en fonction des demandes de subventions effectuées par les associations. Mais vous ne vous avez un bilan, vous avez une demande de subvention, etc. Vous n'expliquez pas à cette assemblée les critères. Moi, j'estime, regardez, je prends l'exemple de Mme Gianarelli. Je ne suis pas toujours comparable. Je ne suis pas comparer de choses, Mme Lucchini. Ce qui est possible de faire en matière culturelle n'est pas possible d'être fait en matière sportive. Nous avons essayé d'y penser, c'est pas possible. Les associations, excusez-moi, les associations, qu'elles soient sportives, culturelles, donnent des bilans financiers réalisés et du prévisionnel. Et c'est là-dessus que nous voyons, de toute façon, au départ, ce que nous avons à faire. Après, effectivement, les cas sont différents. Moi, je sais pas, à part les championnats
ils ont un forfait qui sont donnés. Les associations sportives, elles fonctionnent différemment et chacune est un cas particulier. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire ce que nous faisons à la culture au niveau du sport. On y a songé avec monsieur Laroche. C'était beaucoup plus simple. Ce n'est pas réalisable. Mathématiquement pas possible. Plusieurs fois, M. Hautechaux vous a demandé ici que les élus, notamment d'opposition, puissent être informés justement des demandes de subventions. Or, nous n'avons aucun élément là-dessus, donc j'en reviens à dire que les critères, ce sont vous qui les fixez, et en plus, vous êtes dans l'incapacité de nous les donner. Donc, lorsque vous nous demandez de voter quelque chose, pour nous, c'est l'opacité la plus complète. Écoutez, le principal, c'est que je ne sois pas opaque envers les associations sportives. Voilà. Que je le sois avec vous, ça ne m'empêche pas de dormir. Ah non, effectivement. Mais enfin, bon, c'est terminé, on peut passer. Ça va. Non, mais attendez, M. Laroche. 3 minutes, normalement. 3 minutes. Vous nous avez dit, à une époque, sur les dossiers. Donc, si je comprends bien, vous êtes contre. Qui est contre? Non, je ne suis pas contre, je demande des explications. Qui s'abstient? Je demande des explications, ce qui n'est pas du tout pareil. J'estime qu'utiliser l'argent public, c'est normal qu'en tant qu'élu, on s'intéresse à savoir ce qu'on en fait. Participation, rapport numéro 8, participation municipale au projet de séjour de classe d'astronomie de l'école Jonot. Madame Caillol. Comme les années précédentes, la municipalité poursuit son soutien financier pour les séjours en classe transplantées des écoles primaires. La politique municipale en matière d'éducation étant de favoriser et de soutenir tous les projets visant à l'épanouissement intellectuel et personnel de tous les enfants. Un appel à projet a été lancé pour cette année scolaire 2013-2014 et l'ensemble des propositions reçues ayant tenu compte des critères déterminant la participation financière municipale, à savoir un séjour de 3 jours au moins et 6 jours au plus, une prise en charge à 50% du coût du séjour, transport inclus, plafonné à 30 € par jour et par participant, enfants et adultes, ainsi que le respect strict des délais de transmission du dossier administratif. Les enseignants volontaires du groupe scolaire Jean Giono ayant souhaité organiser cette classe transplantée au cours du premier trimestre 2013-2014, soit du 16 au 21 décembre plus précisément, il est nécessaire d'approuver la participation financière de la commune s'élevant à 7 500 €, dont on a parlé d'ailleurs dans le rapport précédent, et de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal et de verser la subvention correspondante sur le compte de la coopérative scolaire. Qu'il me soit permis de vous rappeler que c'est bien sur la base d'un volontariat des enseignants que ces classes sont programmées, ce qui justifie que la participation de la mairie puisse être différente d'une année sur l'autre et voire quelquefois moins importante s'il y a moins de volontaires enseignants. Je vous demande donc, je propose donc au conseil municipal d'approuver la participation financière de la commune dans les conditions prévues dans le tableau qui vous est présenté, c'est-à-dire verser 7 500 € à la coopérative. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 9. Demande de financement au Conseil général au titre des fonds structurants. Ben, nous demandons au Conseil général au titre des fonds structurants, parce que nous avons des travaux, puisqu'on en a parlé tout à l'heure pour la façade du CAM, le découtage, l'application des primaires, les enduits hydrauliques ainsi que les couvertines. Ça fait un total de 114 760 € hors taxe. Donc le Conseil général, nous le sollicitons sur 57 380 et nous aurons un autofinancement de la même somme. Et si nous recevons cette subvention, eh bien, nous réglerons on aura un transfert de dossier si nous sommes remboursés par rapport au préjudice. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 10. Approbation de la convention de subvention de fonctionnement du Conseil général. Appel à projet 2013. Mode d'accueil petite enfance. Madame Caillol. Depuis plusieurs années maintenant, nos services de la petite enfance se distinguent en remettant sans cesse en question leurs pratiques afin d'évoluer et de faire évoluer les mentalités sur les différences. En effet, l'équipe a poursuivi son projet initié en 2011, poursuivi en 2012 et pour lequel des subventions substantielles leur avaient été allouées par le Conseil général. Dans le cadre de ce nouvel appel à projet du Conseil général, l'équipe a souhaité approfondir leur réflexion
développer leur action, toujours dans le but de proposer la mixité au sein de la structure, sensibiliser et informer parents et enfants sur cette douloureuse question qu'est la différence. C'est ainsi qu'une subvention de 5 000 € a été obtenue afin de poursuivre et compléter la mise en place d'un espace multisensoriel. Et il convient donc aujourd'hui d'approuver la convention nous liant avec le département afin que nous puissions percevoir cette somme et d'autoriser M. le maire à signer la dite convention et tout document s'y référent. Et bien entendu, de dire que cette recette correspondante sera inscrite au budget communal. Qui est contre? Qui s'abstient? Si. Rapport numéro 11. Approbation de la convention d'objectifs et de financement entre la CAF et les ALSH municipaux. Dans le cadre de la formalisation des relations entre la Caisse d'allocation familiale et leurs partenaires, la Caisse nationale d'allocation familiale a uniformisé ses conventions sur l'ensemble du territoire français. C'est adopté en décembre 2009, expirant au 31 décembre 2012. Il est nécessaire d'approuver la nouvelle convention d'objectifs et de financement entre la Caisse d'allocation familiale et la mairie, mais pour les ALSH, le MAS, le MASE et la Plantade. Cette convention définit un cadre des modalités d'intervention et de versement de la prestation de services, accueil de loisirs sans hébergement, pour les 3 à 17 ans. Cette dernière convention a une durée de 4 ans à partir du 1er janvier 2013, et avec effet rétroactif, bien sûr, puisque nous la passons aujourd'hui. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Passons au domaine et patrimoine. Rapport numéro 12. Vente par la commune de la parcelle cadastrée AZ numéro 69P et d'un délaissé communal. Madame de la Garde. Madame Valérie Rochelle a sollicité la commune pour acquérir une partie de la parcelle AZ 69 pour 752 m² plus un délaissé de 61 m², le tout situé à la zone industrielle des Calexons. Il n'y a plus du tout d'intérêt pour la commune et le futur acquéreur souhaite y construire un commerce et un logement et propose cette acquisition pour le prix de 70 000 € net vendeur. C'est une zone qui est à vocation économique et la construction aura vocation principale le commerce. Le rez-de-chaussée sera donc affecté uniquement au commerce et le logement ne serait autorisé que s'il était nécessaire à l'activité, c'est-à-dire un logement de gardien. Il serait situé au premier étage. Le terrain ne sera pas clôturé sur la partie nord du terrain et ce jusqu'au droit de la construction afin d'assurer une plus grande visibilité du commerce et garantir la sécurité des accès. France Domaine a estimé en juin dernier le terrain à 65 000 € hors taxe, soit 80 € du mètre carré. Il convient de procéder à cette cession par appel notarié et d'approuver la vente de la parcelle AZ 69 partie de 752 m² environ et du délaissé communal de 61 m² au bénéfice de Madame Rocheille pour un prix de 70 000 € net vendeur. D'autoriser Monsieur le maire à citer actes et documents à intervenir, sachant que l'acte de mutation, les frais de notaire et les frais de géomètre seront à la charge de l'acquéreur. Et dire que les recettes correspondantes à la vente seront inscrites au budget communal. Une question. Je crois que c'est à la commission des finances, je crois que vous nous aviez dit que c'était pour faire de la pizza là-bas, non? Faire quoi? Je me trompe. Toilettage. Ah, toilettage, excusez-moi. Ouais, toilettage. Où il est situé ce terrain? J'arrive pas. C'est le dernier terrain avant le pont de l'autoroute, là tu m'attends. Alors, toilettage, juste ma question est la suivante, c'est que bon, on va créer, certainement il y aura un commerce, il y aura un logement au-dessus qui sera demandé. En cas de cession d'activité, le logement restera? Le logement restera, mais en cas de cession d'activité, elle vendra à une, sans doute pour une nouvelle activité. Et si elle ne vend pas, ça reste...
Ça reste comme Eh bien, ça restera un logement, ça restera un local fermé, puisque c'est un local commercial. Avec un logement, d'accord. Normalement. Oui, Normalement. Donc c'est devant le où il y a la petite quai des eaux là. Voilà. Juste avant le bois. Il y aura un passage pour le service des eaux. Voilà, c'est pour ça, on est tenu de laisser l'accès pour le service des eaux, parce qu'il y a une station de refoulement, une petite cabane, etc. Et on est tenu de laisser l'accès, parce qu'il y a une voie, un cadre de travaux pour l'autoroute. C'est pour ça qu'on manque une partie. Et puis après, les conteneurs aussi. Voilà, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vous propose le rapport numéro 13 de le retirer, parce qu'il y a eu une erreur dans les numéros de référence du photocopieur, donc on le repassera à un prochain conseil municipal. Rapport numéro 14. Convention de travaux de reprise de branchement souterrain et en façade de réseau de distribution électrique et de télécommunications. Monsieur Dezio. Il nous est paru opportun d'améliorer le cadre de vie en incluant les réseaux aériens d'électricité et de télécommunications desservant les riverains de la rue de la Convention. Cela touche 4 propriétés et ça permettra d'avoir un environnement, je dirais, plus adéquat qu'avoir des poteaux électriques avec des fils qui tombent. Voilà, donc il est prévu d'approuver la convention de travaux avec les propriétaires concernés, sachant que ce n'est pas le SMET 13 qui va le faire, mais c'est le maître d'ouvrage, ça sera la ville. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport numéro 15. Approbation de l'avenant à la convention pour l'installation de relais de radiotéléphonie sur un terrain. En fait, c'est simplement pour la société Bouygues Télécom, oui, mais enfin, c'est la société Bouygues Télécom qui devait transférer son activité à France Pylone Service et qui ne le fait plus. Voilà. Donc ça reste à Bouygues Télécom. Qui est contre? Qui s'abstient? Nous passons au rapport numéro 16. Suppression de postes permanents. Actuellement, la collectivité a un certain nombre de postes vacants qu'il convient de supprimer. Donc la vacance de ces postes a plusieurs motifs. Pour des raisons d'avancement de grade, donc les personnes ont été nommées sur le grade au-dessus, donc il reste des postes vacants qu'ils ont laissés. Pour des raisons liées à des départs en retraite ou autres qui ont été remplacés par des agents titulaires ayant des grades différents et faisant partie de notre cadre d'emploi. Ces suppressions de postes ont été soumises au comité technique paritaire du 26 juin 2013. Et qui a donné un avis favorable? Qui a donné un avis favorable. Voilà, donc je vous propose de supprimer tous les postes que vous avez, la liste des postes que vous avez, qui ne sont plus pourvus. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bon, on vient d'en supprimer, rapport numéro 17, on va en créer un. C'est un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe à temps non complet de 14 heures hebdomadaires. C'est pour l'école de musique. Pour de piano. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Le rapport numéro 18. Eh bien, après ces deux rapports, les deux rapports précédents, la suppression et la création, je vous propose de mettre à jour le tableau des effectifs. La dernière délibération datée du 13 décembre 2012, et donc conformément à ces suppressions, etc., donc, je propose le nouveau tableau des effectifs qui vous est annexé. Moi, je ne vais pas m'attarder sur cette question parce que la baisse enregistrée ne concerne bien évidemment que 10 emplois contractuels sur emplois vacants. Ce qui est donc vrai aujourd'hui ne peut ne pas l'être demain puisqu'on connaît la précarité de ces emplois. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, sachant que vous avez recruté avec l'approche des élections, ce tableau doit déjà ne plus être d'actualité. En revanche, comme nous l'avons vu au compte administratif, nous avons une masse salariale qui représente 64% des dépenses de fonctionnement, ça c'est du concret. Pour ceux qui ne le savent pas, le seuil d'alerte est de 55% et donc il est largement dépassé. Ce que je vois, c'est que votre politique de recrutement a conduit à l'intégration de nombreux cadres au détriment du personnel d'entretien, qu'il soit celui des locaux ou tout simplement de la ville. D'ailleurs, sur le terrain, les effets de votre politique se ressentent. Jamais la ville n'a été aussi sale, mais que le personnel se rassure, je ne le pointe pas du doigt, car nul n'est tenu à l'impossible. Avec 3 agents cet été pour assurer l'entretien de la ville, qui aurait pu s'attendre à nous. Alors, pour ma part, nous allons passer, parce que je ne veux pas rentrer dans une polémique de chiffres, d'autant que cela ne débouchera sur rien. On l'a bien vu sur les 6 années écoulées. On est gestionnaire ou pas, et ça, chacun en tirera les conclusions qu'il veut bien en tirer. Non, je suis moins critique, j'ai noté l'effort sur les postes disponibles. Ça diminue. Les postes disponibles, oui. À 45, alors qu'on était à 51 l'année dernière. Encore un effort. On arrivera à... C'est les postes ouverts, tu parles? Les postes ouverts. Oh, oui, les postes ouverts. Voilà. Il y a pas de qui y arriver, hein. 45, ça fait beaucoup encore. À l'époque, on nous disait qu'on ne pouvait pas les supprimer, tu vois. Si on demande à un comité technique paritaire, ils ne sont pas d'accord. Hein. Eh bien, vous voyez que vous y êtes arrivé. On y arrive, c'est mieux. Bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Nous, on s'abstient. Voilà. Nous passons au rapport numéro 19. Plan de prévention des risques technologiques de la société Butagas. Monsieur Strodo. En arrêté du 10 novembre 2009, le PCP a prescrit l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques pour la société Butagas sur le site de Rognac. Au mois de juin dernier, la société Butagas... Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Je vais prendre le micro. Au mois de juin dernier, la société Butagaz a proposé des mesures de réorganisation fonctionnelle susceptibles de réduire sensiblement les aléas technologiques. Cette réorganisation du site est particulièrement intéressante pour le lotissement des Boris, car elle ouvre une possibilité de suppression totale des risques actuellement présents sur cette zone. Le détail de cette proposition est fourni dans les pièces jointes du rapport. Elle constitue le scénario numéro 3. Pour mémoire, le scénario numéro 1 ne contenait aucune modification de la situation actuelle et le scénario numéro 2 correspondait à l'arrêt pur et simple de l'activité wagon à Rognac. La solution proposée par l'exploitant dans le scénario numéro 3, ayant un coût inférieur à celui des mesures foncières à prendre sans transformation du site, c'est-à-dire dans le premier, celle-ci peut être considérée comme une mesure supplémentaire au sens des articles L515 et L515-19 du Code de l'environnement et doit donc faire l'objet d'une convention de financement. Contrairement au cas des mesures foncières isolées, qui était celle du scénario numéro 1, l'ensemble des collectivités concernées peuvent participer au financement des mesures supplémentaires, à savoir le Conseil général, le Conseil régional, l'aglopole, les communes et les communautés d'agglomération, les communes de Vitrolles et d'Aubignac, et les deux communautés d'agglomération, CPA et aglopole. Par les textes en vigueur, l'État et l'exploitant sont également contributeurs et dans le cadre de l'élaboration de ce PPAT. Pour avancer dans ce projet, le préfet demande aujourd'hui aux collectivités concernées de choisir un scénario et de définir le niveau de leur contribution à la convention de financement. Afin de protéger la population du lotissement des Boris, des risques technologiques importants, tout en permettant à l'exploitant de poursuivre une activité significative sur Rognac, il vous est proposé de choisir le scénario numéro 3 et de fixer la participation communale lors de l'élaboration de la convention de financement. Celle-ci devra définir précisément la contribution de l'exploitant, de l'État et des collectivités territoriales concernées.
Bon, moi j'ai un petit souci avec ce rapport. Parce que bon, tu n'as pas défini les scénarios, mais enfin le scénario 1 c'est la situation actuelle. Donc le coût c'était 4,2 millions et 15 maisons des Borilles qui devaient disparaître. Le scénario 2 c'était l'arrêt de l'activité wagon. Et 10 maisons. 10 maisons. Et le scénario 3, réorganisation du site. Mais si on réorganise le site, c'est-à-dire qu'on prend toute la partie pomperie et wagon et on met tout ça du côté de Vitrolles. Tout à fait, on déplace. Donc, Vitrolles, ça m'étonnerait qu'ils votent pour. Alors, qui va prendre la décision finale? L'État. Et l'État, qu'est-ce qu'il va faire? Participer de toute façon. Non, je parle de décision pour l'instant. Ah ben l'État, aux informations qu'on a, l'État sera le scénario numéro 3. Bon, donc, admettons qu'on ait le scénario numéro 3. Le problème des wagons, il n'est pas forcément que dans le but à gaz. Hein. Quand les wagons ils sont de l'autre côté de la voie, ils sont encore plus dangereux. Parce qu'ils sont vides. Ils sont vides, enfin ils sont plus le but à gaz. Donc ça veut dire, ça veut dire que là, il y a plus ou moins des projets sur des terrains qui appartiennent à la SNCF. On est bien d'accord. Seulement, les terrains qui appartiennent à la SNCF avec les wagons à côté, bon, pour l'instant, je pense qu'il n'y a aucune loi qui régit le stockage des wagons sous atmosphère gazeuse. Si demain, il y en a un qui a une petite fuite à Pétalochnot, on est en France, on prend une loi, c'est fini. Là, à 300 mètres, tu ne fais plus rien. Donc ça veut dire que cette activité wagon, bon, j'en ai parlé avec Gérald avant. Moi, j'avais un scénario, il vaut ce qu'il vaut. Scénario 4, tu prends la pomperie, tu la mets de l'autre côté, et l'activité wagon, terminée. Ça veut dire que si tu fais une pomperie, les cuves à l'heure actuelle sont déjà enterrées, a priori, il n'y a pas de risque. La pomperie, tu peux la sécuriser, c'est jamais que des joints, des trucs comme ça, donc on peut quand même arriver à faire un truc je ne suis pas suffisamment technicien en pomperie. Donc, on devrait, parce que là, ils vont profiter. Là, elles sont enterrées, là. Dans le projet, elles sont enterrées. Oui, justement, ça permet de diminuer le risque et de les laisser intégrer aux cultures de l'entreprise. Donc, ce qui permet de supprimer. Alors, ensuite. Quand même, une réponse, c'est que moi, l'analyse, c'est Rognac. J'allais dire que quelque part, l'analyse sur Vitrolles, moi, je cherche à protéger les Borilles en priorité. Non, mais je suis, sur Vitrolles, de l'autre côté, il y a très peu d'habitations quand même. Oui, effectivement, il y a des bagnoles. Quelques-unes dans le périmètre, il y a des voitures garées. Je préfère largement que la patate a priori, soit déplacée sur l'autre côté, qui ne concerne pas les habitations. C'est un choix, j'allais pas dire personnel, mais c'est un choix qui semble être retenu aussi par les instances qui participent à ce groupement. Alors, ensuite, il y a le problème du financement. Parce que la part exploitant, bon, le total minimum est de 2 536 000 €, et maximum, est 2,6 millions. Ça, c'est avant devis. L'exploitant, il met 900 000 €, les collectivités, ils mettent 850 000 €, l'État, il n'a plus de sous, il met 850 000 €, il ne les mettra pas, il n'y a plus de rond. Donc ça veut dire qu'on va tomber à 1,6 million pour les collectivités. Mais est-ce que c'est la commune qui paye? Comment c'est réparti les collectivités? La répartition, je ne vais pas revenir sur la répartition de l'État, parce que bon, c'est... Non, tu l'oublies, celle-là. C'est quand même l'État qui est instigateur, entre guillemets, quand je dis instigateur, de ce partage. Donc l'État, de toute façon, se doit au minimum de participer. Je ne peux pas prendre en charge, enfin, la commune ne pourra pas prendre en charge la partie qui provient de l'État. Il faut rester raisonnable. Alors aujourd'hui, le tiers qui reste à financer va être réparti sur un maximum de collectivités. Alors, il y a Rognac, il y a Vitrolles, mais il y a aussi Aglopole, il y a Aglopole et CPA, et il y a Conseil Général, Conseil Régional. Donc il y a quand même... la part des collectivités, c'est 27%. Voilà, la part des collectivités reste à 27%. C'est qui nous assure avoir cette participation des autres collectivités? Oui, c'est un peu ma question. C'est l'objet de partie, c'est l'objet de ce rapport, c'est-à-dire que nous, on va voter pour que la Rognac le scénario 3 oui à ce scénario et limite sa participation, je crois que ça va se situer entre 150 et 200 €. Oui, mais c'est pas fixé dans le rapport. Non, mais on a l'enveloppe, si on prend la répartition, on sait que ça va se fixer si. Je reste dans le cas du respect de l'enveloppe, un tiers. La répartition qui va se faire entre les collectivités, on situe, et c'est nous qui avons la barre pour donner à aujourd'hui la participation communale, donc on reste sur cette partie 25%,
on reste sur cette partie 27% qui va se situer dans une tranche qui va aller de 150 à 200 000 euros. Alors aujourd'hui, non, c'est pas marqué. Non, mais c'est parce que c'est sous forme de pourcentage. D'ailleurs, il y a une erreur dans les pourcentages. Si on prend l'aide financière, elle est à 90%, mais pas ça. On ne peut pas voter s'il y a des erreurs de pourcentage. Non, mais l'erreur, elle est constituée dans un pourcentage. Vous avez la somme. On ne vote pas sur le financement. On ne vote pas sur un montant aujourd'hui, on vote sur un principe. C'est-à-dire qu'on va opter sur cette solution numéro 3. Là-dessus vont s'engager les réflexions avec les différents partenaires financeurs pour déterminer la participation de chacun des partenaires financeurs. Toi, tu votes pour le scénario numéro 3. La participation financière des collectivités s'élève à peu près aux environs de 850 000 euros. Voilà. Non, toi, tu votes. Rognac vote pour le scénario numéro 3, mais tu crois tout de même pas que les trolls, ils sont quand même pas fadales. Pour l'instant, Butagaz, ils n'ont rien, ils sont pas dans la zone. D'un seul coup, on va leur alerter. On vous ramène Butagaz, maintenant, là, à constructif, vous êtes dans la zone des 300 mètres. L'État nous demande de nous prononcer sur un scénario. Pour Rognac. Donc aujourd'hui, Rognac ne va pas aller prendre en mémoire ce que Vitrolles va vouloir faire. Rognac va présenter en disant... On est d'accord, mais ça veut dire que si tu veux, l'histoire, elle n'est pas finie. Ah bah oui, de toute façon, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on est déjà sur un PPRT de 2009. C'est-à-dire qu'on se pose des questions depuis 2009. Je sais. Et depuis 2009, on en arrive là. Donc c'est pas parce qu'on va voter ce soir. On vote sur un principe qui met en sécurité la population. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en sécurité la population des Boris, d'éviter l'expropriation ou les différents schémas qui avaient été envisagés. Aujourd'hui, on vote ce scénario. On sait que ce scénario, au pire, il va nous coûter 200 000 euros s'il reste en l'état. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que si ça on va vote repasser. pas, ce qu'on peut dire quand même, si on vote pas, on a accepté. Oui. Voilà. Quel scénario t'as accepté? Non, mais justement, moi je veux pas qu'on vienne me dire un jour, vous avez refusé le scénario qui mettait en protection la partie des Boris. Si on vote pas, ils vont t'imposer quel scénario? On n'en sait rien. C'est eux qui auront le choix. Sur le principe du scénario, moi je comprends. Hein. Ce qui me gêne simplement, c'est que ce principe de scénario impose aux collectivités la somme. D'ailleurs, vous voyez que les fourchettes là sont très minces parce que c'est entre 834 et 845. Oui, hein. Donc, c'est pas de latitude comme on parlait tout à l'heure. Mais ceci étant dit, on s'engage quand même sur la part des collectivités qui correspond à presque 850 000 euros. Et à l'heure sur d'aujourd'hui, le pourcentage, on ne sait pas, attendez monsieur Stodo, aujourd'hui on ne sait pas qui va participer sur ces 850 000 euros, en sachant que Rognac est la première concernée, parce que tout ce qui se fait là, ça concerne Rognac. Il ne faudrait pas qu'à la fin on se retrouve en disant, moi je n'ai pas défini le montant que je voulais donner. C'est pour ça que je vous propose là de voter sur un scénario. Et nous serons réamenés à voter sur une participation communale. Alors aujourd'hui, on a un scénario, on vote pour un scénario. C'est une information du coût estimatif global. Ici. On vote sur le scénario et on accepte de contribuer à... On vote sur un scénario. On ne vote pas sur le montant. On accepte de contribuer à la il me semble que c'est toujours un peu suspect quand une entreprise, pour se mettre aux normes, fait appel à de l'argent public. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, elle est déjà aux normes et qu'elle cherche simplement à déplacer le problème en épargnant le quartier des Boris. Voilà. Donc, effectivement, on peut concevoir qu'il y ait une participation financière de la commune. Et moi, il me semble quand même que dans ce rapport, ce qui manque un petit peu, dans le texte, les propositions de vote, c'est-à-dire, moi je suis OK aussi pour le scénario 3, je pense que aller au-devant demander des suppressions d'activités, à mon avis, c'est vraiment pas le moment, ça se fait déjà sans qu'on le demande, alors au mieux qu'aller un peu appuyer sur le frein plutôt que sur autre chose, parce que ça fragilise de toute manière l'entreprise, etc. Bon, enfin. Mais donc je préfère effectivement, comme c'est proposé, le scénario 3. Et ensuite, je pense que la contribution, elle va être fonction du nombre de collectivités qui vont s'engager. Et ça manque un petit peu dans le... Je ne voudrais pas que, suite à ce rapport, qui serait voté, admettons, à l'unanimité, on nous dise, tous les autres ne veulent pas payer, et tu payes 850 000. Non, à partir du moment où, de toute façon, nous limiterons. On va limiter la de toute façon budgétairement.
Et là, non, mais là, on le marque pas. Là, on vote un scénario. Derrière, il est bien noté d'adopter le scénario numéro 3 et de contribuer à la convention de financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne s'engage pas sur un montant. On va maintenant participer à cette convention de financement qui va déterminer qui, Aglopole Provence aujourd'hui, a demandé d'augmenter la part de l'entreprise par rapport à la part des collectivités. Michel, le souci, il est que si personne ne veut contribuer, eh bien Rognac, il paye. Alors non, à ce moment-là, si personne ne veut rien faire, on reste au scénario numéro 1. Non, tu ne comprends pas. Tu acceptes le scénario numéro 3. Oui. Ok. L'exploitant, il dit c'est bon. Je fais des travaux. Et les autres collectivités, ils disent nous, on ne paye pas. Ils auront l'obligation de payer. Oui, d'abord. Sauf qu'ils auront l'obligation. Voilà. Et je te rappelle que quand même, si on était resté, si on reste en état, nous avons l'obligation, par convention tripartite de la même manière, de racheter les 19. Oui. À terme, de racheter toutes les bâtisses, tous les terrains le scénario numéro 3 qui étaient couverts par l'ensemble du PPRT. Donc le coût, quoi qu'il se passe. On est d'accord. Si tu veux, le souci, c'est que le scénario numéro 3, effectivement, d'abord c'est moins cher en plus, puisque tu rachètes pas de maison. Hein. Donc, c'est effectivement, le souci, c'est de dire, si demain, le scénario numéro 3 est accepté, que Vitrolles dit, moi, de toute façon, je ne paye pas, le Conseil Général, je ne paye pas, etc. Tu te retrouves avec Rognac à 850 000, enfin, ça c'est le prix aujourd'hui, et Rognac va se retrouver avec les 100%. Alors, est-ce qu'on ne peut pas trouver une phrase de contribuer à la convention de financement à établir entre l'exploitant de l'État et les collectivités territoriales concernées, qui montre un peu qu'on a le souci de ne pas vouloir tout payer. On peut le conditionner à une somme. Voilà, c'est ça, à un maximum de 10%. Au lieu de les collectivités, l'ensemble des collectivités, puis voilà, juste sur la phrase. Si vous mettez un maximum, il n'y a pas de souci. Ouais, de toute façon, on est d'accord. Et moi, je ne suis pas capable aujourd'hui. Je ne suis pas non plus. Non, mais est-ce qu'on peut le faire? Non, mais si on est d'accord sur le fond, pour dire, bon, de toute manière, on reviendra au conseil municipal. C'est pour ça que je ne veux pas mettre de somme. Le problème, c'est que obligatoirement, ça va traîner. Vitrolles va être contre. Ah, mais c'est sûr que ça. Donc, tu dis, c'est depuis 2009, je ne sais pas combien. Donc là, on est reparti pour 1 an, 2 ans. Minimum. Mais de toute façon, aujourd'hui, moi je pense qu'il est opportun de voter le numéro 3, de voter notre participation à la convention de financement, et de toute façon, que le financement sera voté par le conseil municipal. Voilà. De toute façon, accepter ou refuser à un moment donné. Il n'y a pas de souci, quoi. Accepter ou refuser à un moment donné. De toute si on ne façon, prend pas de décision qu'on ne vote pas, c'est le scénario 1 qui peut être appliqué. Non, mais le scénario, on est d'accord, si tu veux. On est censé être d'accord. Il ne dit mot comme ça. de toute façon, on ne peut pas nous imposer. On établit 800 000 € de participation. Et pourquoi on ne peut pas décision, sans décision des conseils municipaux. On établit une relation de confiance dans la majorité opposition. Voilà, on sait que sur le fond, on est d'accord. Rognac a payé 800 000 €. On ne peut pas te l'imposer, ça. C'est l'ensemble des collectivités concernées, donc rien à 4. Moi, je vais le voter. Moi, non, moi je m'abstiens. Dans le doute. Allez, on est d'accord. C'est bon. C'est bon. Donc, scénario numéro 3. Ouais. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport numéro 20. Convention entre l'État et la commune d'Aurognac relative au raccordement de 2 sirènes au système d'alerte et d'information des populations. Monsieur Chac. Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 a fixé la modernisation de l'alerte des populations comme un objectif prioritaire de l'action gouvernementale. Il s'agit de doter les autorités de l'État et les communes d'un réseau d'alerte modernisé en remplacement de l'ancien réseau national d'alerte, le RNA, de l'État, prévu à l'origine contre les attaques aériennes. Les services de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise, DGSCGC, ont conçu un nouveau dispositif, le Système d'alerte et d'information des populations, le SAI,
Il repose sur une logique de bassin de risque sur lesquels seront les moyens d'alerte, dans les sirènes d'alerte, eu égard aux spécificités locales, urbanisme, bruit ambiant, population, risque, etc. Les préfectures ont été sollicitées en 2010 pour effectuer un recensement national des sirènes et pour déterminer leurs besoins complémentaires en moyens d'alerte au vu du parc recensé et de la couverture optimale des bassins de risque. Un principe de cotation nationale des zones d'alerte a été élaboré par la DGS-CGC et appliqué par les préfectures avec une coordination de l'application des critères assurés par les états-majors interministériels de zones pour déterminer des zones d'alerte prioritaire. 640 zones d'alerte de priorité ont été ainsi identifiées. Les sirènes, objet des présentes conventions, sont implantées dans une de ces zones d'alerte de priorité 1. Elles ont pour vocation à être raccordées au SAIP lors de la première vague de déploiement en cours. Ces conventions portent chacune sur une sirène d'alerte, priorité de l'État, raccordée au système d'alerte et d'information des populations, sur un terrain propriété de la commune de Rognac. Elle fixe les obligations des acteurs dans le cadre de ces installations, mais également de l'entretien ultérieur du système, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'alerte et de l'information des populations. La localisation des sirènes est établie comme suit. Numéro 278, Le Mazet, 253 avenue des Cyprès à Rognac, et numéro 444, École de musique 90 boulevard Jean Jaurès à Rognac. Ce raccordement permettra le déclenchement de ces sirènes à distance via l'application SAIP et le réseau INPT, Infrastructure nationale partageable des transmissions, du ministère de l'Intérieur. Le déclenchement manuel en local des sirènes par le maire de la commune de Rognac et le chef du centre de secours sera possible en cas de nécessité. Pour cela, l'utilisation du SAIP par le maire de la commune de Rognac fera l'objet d'une convention spécifique à venir. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver les conventions bipartites entre l'État et la commune de Rognac si annexées, d'autoriser M. le maire à signer les dites conventions, ainsi que les actes et documents à intervenir. Une question. Est-ce que la commune a les moyens humains et techniques pour la maintenance premier niveau ou est-ce qu'on fait un appel d'offres? C'est-à-dire pour paragraphe 5. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on a chiffré ce que ça allait coûter à la commune? Ça revient... Parce que dans l'article 3, c'est nous qui avons l'obligation d'entretien. Et... Oui, c'est ça, c'est le paragraphe 5, ça revient à ce que je dis. La commune est en charge de l'entretien de l'armoire électrique, de la sirène, du compteur électrique, du raccordement électrique et des moyens de déclenchement manuel de la sirène. C'est dans le cadre des marchés avec la PAV. Avec la PAV C'était un certificat de conformité. La PAV, attention, ça passe? Ou Socotec. Ou Socotec. On peut l'ajouter. On va faire un avenant à tout ce qui est sécurité. Là. Non, mais la PAV, c'est pas leur travail. Ils entretiennent pas. Ils surveillent que c'est bien fait. Ce sont des inspecteurs des travaux finis. Oui, oui. Les travaux sont. Ah, pardon. Ah, pas vu. Les travaux sont à la charge de l'État. Ouais. Hein? Les travaux, non, mais l'entretien. Je retire ce que j'ai dit sur la PAV. On peut savoir pourquoi. Oh non, rien comme ça. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous passons aux questions annexes. Question écrite de Mme Lucchini. Oui. Alors, si vous me permettez, je vais effectivement de vous adresser un courrier que je vais lire, parce que je voudrais obtenir quelques informations de votre part. J'ai appris incidemment que la ville avait pris à sa charge le remplacement des bâches du PMU déposées à l'occasion des travaux de la place Saint-Jacques. Un vélum de haute qualité a d'ores et déjà été installé et d'autres travaux devraient apparemment suivre, telle la pose d'une véranda en verre et aluminium.
N'ayant pas l'habitude de prendre les gens par surprise, j'ai immédiatement informé le responsable de l'établissement de ma volonté d'obtenir de votre part des explications, car cet élément n'est pas à ma connaissance apparu une seule fois dans l'appel d'offres auquel mon collègue Alain Egea n'a pas manqué d'assister. N'ayant eu à ce jour aucune autre commission décidant d'un avenant de ce type, je voudrais avoir quelques explications parce que je m'étonne que le matériel apparemment a été commandé et installé sans que nous soyons informés au préalable via la commission d'appel d'offres. Vous me direz, il y a peut-être une question de montant. Alors je vous demande donc de nous fournir à l'occasion de ce conseil toutes les explications relatives à cette affaire. Et je voudrais connaître le montant exact des travaux financés avec l'argent public, certes sur du domaine public, mais quand même pour une utilisation commerciale d'ordre privé. Je vais vous répondre. Donc, à l'introduction, je vous remercie très vivement de m'interpeller sur ce sujet du vélome du Barle Saint-Jacques, car vous me donnez l'opportunité d'apporter des réponses claires et précises à des informations quelque peu erronées qui circulent aujourd'hui dans Rognac, dont il me semble que vous n'êtes pas totalement étrangère. Je vais me permettre de rappeler en préambule notre volonté politique affirmée de revitaliser le centre de Rognac à travers les grands projets et l'opération Cœur de Ville en particulier. Comme vous le savez, cette volonté s'est traduite par des décisions importantes durant ce mandat, notamment de la réhabilitation et de transformer le Bastidon en centre de vie des seniors, ou encore de requalifier la place Saint-Jacques. Ces investissements et notre action politique n'ont qu'un seul but, c'est de remettre de la vie, de l'animation dans notre cœur de ville. Les commerces, et plus particulièrement le bar, sont des lieux de rencontre au cœur de notre mode de vie qui participent à l'animation du centre-village. C'est pourquoi nous entreprenons ce qui nous semble nécessaire et indispensable au maintien de cette activité. Le cafetier a été associé à chaque étape du projet. Il était prévu initialement de réinstaller l'ancien vélome, une fois les aménagements du mail provençal achevés. Malheureusement, ceci s'est avéré impossible. Les raisons en sont simples. La structure ne pouvant être réinstallée du fait d'une part d'une grande vétusté des montants. Et d'autre part, cette structure soudée et n'était pas boulonnée, on ne pouvait pas la démonter, a empêché toute adaptation et réutilisation suite aux travaux de réaménagement. J'ajoute que les seuils de porte et les montants ne pouvant pleinement retrouver leur fonction car les niveaux de terrassement ont été modifiés. Face à ce que l'on appelle couramment un aléa de chantier, nous avons pris la décision d'assumer nos responsabilités et de prendre en charge la construction d'un nouveau vélome qui corresponde à l'image qualitative que nous souhaitons donner à notre cœur de village. Aussi, je vous livre un premier élément de réponse. Lorsque vous nous demandez, je cite, « Est-ce que cette véranda faisait partie de l'appel d'offres initial des travaux ?» La réponse est bien évidemment non, au vu de ce que je viens de vous exposer. Ainsi, pour être totalement exhaustif sur ce point, une consultation a été lancée auprès de 4 fournisseurs. 2 ont répondu positivement. La société Bisogno de Marseille, pour un montant de 54 000 € et la société Rossi de Salon, pour un montant de 50 800. Conformément au code des marchés publics, c'est l'offre économiquement la plus avantageuse qui a été retenue, à savoir donc la société Rossi. Ce prix est pleinement justifié d'abord parce que c'est une grande surface couverte de 72 mètres carrés, soit la même surface qu'auparavant, et ensuite parce qu'en tant que propriétaire public, nous avons choisi une structure solide, pérenne et surtout conforme à la réglementation des établissements recevant du public. S'agissant maintenant de l'information préalable de la commission d'attribution des marchés publics par rapport à cet aménagement, je me permets simplement de vous rappeler que la jurisprudence en matière de marché public veut que lorsqu'un avenant ne dépasse pas 5% du montant du marché initial, la commission qui a désigné le titulaire du marché n'a pas lieu d'être saisie. C'est la raison pour laquelle la commission interne des marchés publics n'a pas été convoquée. Le coût global de cet aménagement ramené au montant du marché ne représente que 2,8%. Je tiens à vous rassurer en dernier lieu sur la défense de l'intérêt public que vous mettez en cause, car dès l'achèvement des travaux de la place Saint-Jacques, d'une part, nous rétablirons l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, que nous avons suspendue pour ne pas pénaliser davantage l'activité du cafetier, et d'autre part, nous mettrons en œuvre un tarif spécifique de location de ce vélome
que nous définirons ensemble lors d'une prochaine séance du conseil municipal, et ce, en toute transparence. Cette tarification prendra en compte cet investissement et les bénéfices générés par cet avantage. Je vous renvoie pour cela et pour de plus amples informations au Code général de la propriété des personnes publiques. Enfin, et pour conclure, je vous informe que ce type de montage juridique est parfaitement légal, contrairement à ce que vous laissez sous-entendre à travers vos propos. Il est régulièrement entrepris par des communes qui souhaitent que leurs commerçants puissent pérenniser leur activité, payer leurs employés et vivre tout simplement de leur travail. D'ailleurs, vous en avez un exemple, il y en a 2 ou 3 dans le périmètre proche de la préfecture de région. Je ne doute pas un seul instant qu'après ces explications, vous puissiez adoucir vos positions sur ce sujet. Et je voudrais pour conclure définitivement juste faire une aparté et apporter un complément d'information par rapport au commerce situé rue Gabriel Péry. Je partage leur inquiétude et leurs difficultés. Je suis pleinement conscient que les travaux de réaménagement du cœur de ville sont loin d'être un modèle pour leur activité. C'est la raison pour laquelle nous avons pris 3 engagements forts. Le premier engagement, c'est le respect des délais en matière de réouverture de Gabriel Péry. Le deuxième engagement, le fait de travailler sur une demi-chaussée, c'est-à-dire qu'on laisse toujours une demi-chaussée d'accès. Et le troisième engagement, nous sommes en rapport étroit depuis quelques semaines avec la Chambre de commerce et des industries et la Chambre des métiers pour mettre en place une commission d'indemnisation à l'amiable qui permettra de déterminer, avec l'avis d'experts bien sûr, la réalité du préjudice économique subi par les commerces en périphérie du projet et son évaluation financière. Cette commission pourra émettre dès lors un avis et une proposition d'indemnisation qui seront soumis à l'approbation du conseil municipal. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite de ce dossier. Donc, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris à travers mes propos, notre objectif est double vis-à-vis des commerces de proximité. Un objectif long terme, revitaliser le cœur de ville pour une meilleure attractivité commerciale et a fortiori le maintien des activités. Cela passe nécessairement par des réaménagements lourds. Et un objectif à court terme, aider les commerces de proximité à surmonter le préjudice économique temporaire, c'est-à-dire la perte de chiffre d'affaires due aux conséquences des travaux. Je vous remercie de votre attention. Alors, moi je voudrais rebondir quand même, parce que si le fait de poser une question au conseil municipal, c'est des propos véhéments, je les ai lus devant tout le monde, je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit là-dessus à dire. Je pose une simple question. Hein, c'est vrai que je considère, enfin, de toute façon, par rapport aux commerçants, lorsqu'on installe quelque chose sur le domaine public, vous savez toujours que c'est au risque et péril, c'est-à-dire que la collectivité n'a pas forcément obligation de reprendre à sa charge les frais de ce qui a pu être détruit. Donc est-ce que c'est un dédommagement que vous êtes en train de mettre en place là? Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, puisque comme vous ne l'aviez pas prévu au début, hein, je veux dire, si vous aviez eu au début la volonté d'aménager, faire quelque chose de beaucoup plus beau et tout, la volonté du début, c'était de réinstaller l'existant. Ça n'a pas été possible, voilà. Donc vous installez autre chose. Hein, mais vous considérez ça comment? C'est-à-dire à quel titre? Puisque vous avez changé d'avis en cours de route, puisque vous estimez que ce qu'il y a... On est propriétaire, hein. Donc oui, vous êtes propriétaire. Tout ça, bon, vous avez décidé qu'il fallait quelque chose... Demain, le gérant du bar s'en va, il n'emportera pas le vélo. Il le laissera, ce sera toujours une propriété communale. Et qu'est-ce qu'on en fera s'il n'y a pas un bar qui s'installe là? Oh ben, ça m'étonnerait. Compte tenu de l'activité du bar, ça m'étonnerait que... Toujours est-il que vous m'avez dit un bar PMU, ça m'étonnerait qu'il le vende pour vendre des cacahuètes. Hein. 72 mètres carrés de véranda, vous m'avez dit. On a déposé une déclaration de travaux là-dessus? Absolument. Oui? D'accord. C'est vous qui l'avez signé? Ça ne se signe pas. C'est qui l'accorde? C'est l'urbanisme. L'urbanisme, c'est vous. Mais non, c'est pas moi l'urbanisme. On a changé là, c'était il y a 12 ans. Hein. Attendez, mais c'est quand même le maire qui a donné délégation à une adjointe pour qu'elle signe la déclaration de travaux. Au même titre que les autres délégations. Hein. Que les permis de construire. Au même titre que les autres délégations. Voilà, mais c'est au même titre que les permis de construire du Bastidon et de la coopérative. Au même titre, oui. Voilà, donc... alors moi, il y a quand même... Parce que vous avez donc déposé un permis de construire pour le Bastidon. Non, une déclaration préalable. Non, mais pour le Bastidon, la déclaration, c'est vous qui l'avez fait, c'est sur le domaine public, tout ça. Donc c'est vous qui avez fait.
Moi, il y a quelque chose, je vais vous demander. Alors, vous savez, je n'ai pas la science infuse, je vais juste vous poser une question. Parce que peut-être que je suis passée à côté, hein, mais je voudrais justement que vous m'expliquiez. Parce que j'aimerais savoir, en vertu de quoi vous avez signé ces permis, hein, puisque j'ai une réponse ministérielle qui dit que, effectivement, le maire a qualité pour déposer une demande de permis de construire communal et pour la délivrer. Mais la demande doit expressément être autorisée par le conseil municipal sous rendre de peine irrecevable le dépôt de permis de construire. Lorsqu'on concerne des équipements communaux. Hein. En conséquence, chaque dépôt de permis de construire au communal opéré par le maire doit obligatoirement être précédé d'une délibération du conseil municipal lui autorisant, à moins d'avoir reçu délégation du conseil municipal. Moi j'ai ressorti la délégation, vous savez, toutes les délégations que l'on vous donne. Et je n'ai pas vu dedans quand vous avez donné une délégation pour signer les permis de construire au nom de la commune. Pourquoi vous n'avez pas soulevé le problème quand on a fait la crèche? Non, mais je vous parle aujourd'hui, moi. Ah, aujourd'hui, là, parce que pour la crèche, il n'y a pas de problème. Mais je vous parle aujourd'hui. À l'époque, je vous parle de la délégation. Pour la piscine, il n'y a pas de problème. Monsieur Guillaume, je vous parle de la, comment on appelle ça? La délibération qui a été prise en 2009 pour vous donner des délégations. Mais oui, sauf que c'est pas moi qui ai la délégation des permis de construire, c'est mon adjointe à la... Mais d'abord, vous devez la recevoir. Vous ne pouvez pas transmettre à votre adjointe une délégation si ce n'est pas vous qui la recevez. Ah, ben ma foi. Il n'y a pas de sous-délégation. Mais un permis de construire ne peut être accordé à une commune. Vous le voyez, je vous l'ai dit. Vous voulez le numéro? Alors, attendez. Il s'agit d'une réponse ministérielle qui date du 17 novembre 2003, qui vient confirmer que le maire a qualité pour déposer une demande de permis de construire communal et pour délivrer celui-ci, mais la demande doit être expressément autorisée par le conseil municipal sous peine de rendre irrecevable le dépôt de permis, sauf si le maire a reçu une délégation du conseil municipal. Alors, est-ce qu'on a reçu... parce que là-dedans, vous n'avez pas reçu délégation, c'est pour ça que je cherche à comprendre. J'ai signé le permis de construire, oui, qui est parti au contrôle de légalité de la préfecture, qui a validé. Non, puisque vous n'avez pas reçu délégation, je ne comprends pas là. Mais attendez, la réponse ministérielle est claire. Il faut que l'on vous donne une délégation, monsieur. Le préfet, j'ai signé un permis de construire. Il a été transmis à préfecture. Au titre de la commune. Au profit de la commune. Oui. Il a été transmis, il a été validé par la préfecture. Le permis de construire a été validé par la préfecture? Bien sûr, comme toutes les décisions. Comme tous les permis. Ben, peut-être qu'il y a eu une erreur, mais vous n'avez pas reçu délégation, monsieur Guillaume. Mais du moment que le permis a été validé... Non, mais je veux comprendre. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, on fait des choses. Et moi, je cherche à comprendre. Parce qu'on me parle de la crèche, c'était à l'époque, on s'en fout. Moi, ce que je regarde, c'est la délégation. Les délégations qui ont été confiées au maire cette fois-ci. Il y a quand même du droit. Alors, je sais que la gestion, c'est pas tout à fait ça. La concertation, c'est pas du tout ça. Et maintenant, le droit, ça me semble... Je ne vous parle pas du préfet, je vous parle de la délégation. Je vous parle du préfet. De toute façon, il y a un organisme au-dessus de la commune qui est la préfecture. Le préfet a 2 mois pour valider ou pour invalider une décision. Le préfet a validé la décision, elle est considérée comme non. Mais je ne pense pas du tout, monsieur Guillaume. Alors, l'objet, c'est pas de remettre ça en cause, pas plus que la véranda. Hein. C'est d'ailleurs simplement pour signaler que je pense que vous vous prenez un peu de liberté. Non, c'est pour remuer de l'air, surtout. Non, c'est pas pour remuer de l'air. C'est parce que je pense que vous vous prenez des libertés. Parce qu'il faut vous rappeler d'une chose, monsieur Guillaume. C'est que dans ce conseil, je vous ai demandé à regarder les permis de construire et que vous avez refusé de nous les montrer. Et nous, groupe... Attendez, je finis. Vous nous avez dit, je montrerai le permis de construire, lorsqu'on a demandé les projets, j'en rappelle toi. On t'a qualifié d'opposition constructive. Les permis, tu peux tout le monde les consulter. Et ne dites pas de bêtises, madame Lucchini. Les permis, j'ai pas à vous accorder ou à vous refuser. Les permis, vous remis, sont consultables. Par n'importe quel administré de la ville d'Aurignac peut venir consulter les permis. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous aviez obligation de montrer à ce conseil municipal. J'avais aucune obligation. Le permis, il est consultable. On ira au tribunal administratif. Eh bien, vous irez au tribunal, vous voudrez. Moi, ce que je voudrais... Vous avez un service juridique. Posez-leur la question d'abord. Voilà. Moi, je voudrais savoir, effectivement, mon collègue a tout à fait raison. Je voudrais qu'on clarifie cette situation par rapport à la possibilité que le maire a de présenter, de signer des permis de construire sans les présenter au conseil, dans la mesure où il n'a pas reçu délégation. Je voudrais avoir une réponse écrite là-dessus.
Alors ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que bon, chacun, il n'est pas question pour moi de remettre en cause la véranda, qui est un outil de travail pour ce commerçant que j'apprécie. Et c'est d'ailleurs... À mon avis, c'est pas réciproque. Non, alors je vais vous expliquer. Ce qui est surprenant, c'est que c'est quand même lui qui m'a annoncé clairement les choses. Il n'avait rien à cacher, il me l'a dit. Donc je veux dire, les rumeurs, je ne les ai pas circuler. On en a discuté très objectivement ensemble. Et il savait d'ailleurs que j'allais vous poser la question en conseil. Vous savez, moi je ne prends pas les gens en traite, je pose des questions. Alors, moi, ce que je veux remettre ici en cause, de toute façon, c'est votre mode de gestion. On parle d'argent public. Mais là, c'est la question aussi. Vous croyez que vous êtes habilité à faire tout ce que bon vous semble avec les impôts des contribuables, mais moi, je vois qu'il y a des règles que vous ne respectez pas. Ça n'a plus rien à voir, ça. On est très loin du vélome. Monsieur Guillaume, lorsque vous avez fait votre petit speech tout à l'heure, on était très loin du vélome. On était sur la politique générale économique que vous vouliez faire pour essayer de charmer tous les commerçants qui sont ici. Alors permettez-moi d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Parce que justement, ces commerçants, moi je vais vous parler du commerçant du bar justement, puisque vous dites qu'il a l'air tout à fait... Il faudrait peut-être l'entendre en ce moment, parce que la véranda, il attend depuis des mois, tous les jours, il perd des clients. Mais si vous voulez, on prend rendez-vous, on va le voir ensemble. Laissez-moi finir, monsieur Guillaume, je voudrais aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de problème, quand vous voulez, je me rendrai disponible. On va le voir. Je voudrais aller jusqu'au bout de mon intervention, monsieur Guillaume. Ce commerçant, depuis des mois, souffre effectivement du fait qu'il manque de sa terrasse et que la restauration qu'il faisait sur cette terrasse-là n'a plus lieu. Je voudrais également dire que tous nos commerçants sont à l'agonie. Ils sont là ce soir et ils le sont à cause de vos travaux que vous avez regroupés sciemment dans un but électoraliste. Ils ne sont pas livrés par hasard en 2014. D'ailleurs, votre adjoint aux travaux l'avait ouvertement dit en ce conseil. Alors, il est sans doute nécessaire de vous demander ce que vous cherchez finalement pour notre ville, au-delà des grands discours pour redynamiser le centre-ville. Le centre-ville est en train de devenir mort. Les zones d'activité qui se dépeuplent, cela ne vous suffit pas. On a le bas de Rognac où les commerces ferment les uns après les autres sans que cela ne vous inquiète. Alors vos belles paroles et vos promesses, monsieur Guillaume, ne remplissent pas le tiroir caisse. Alors vous devriez y être sensible, tout spécialement vous, en votre qualité de commerçant. Voilà. Et je pense que là, la situation est très grave pour l'ensemble des commerçants de Rognac. Et vos discours, je le redis, c'est pas ça que... Ça, c'est pas électoraliste ce que vous dites. Non, électoraliste. C'est une vérité. Vous l'avez dit ici, votre adjoint l'a dit, vous avez tout regroupé sciemment pour couper les rues en 2014. Le problème, monsieur Guillaume, c'est que Madame Lucchini, vous savez, pour que je coupe les rubans en 2014, il va falloir que je sois réélu. Parce que dans cette période, on n'a pas le droit de couper les rubans. Votre adjoint ne le savait pas à cette époque-là. Tout le monde ne peut pas avoir votre connaissance. Voilà. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que vous avez tout regroupé pour que tout se termine au moment des élections. C'est un choix stratégique. Je veux dire, le problème, c'est les incidents. On est très loin de la question écrite. C'est pour ça que la piscine, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'elle a été terminée. C'était quand même assez loin des élections. Et cette année encore, on n'a pas pu tous les records de fréquentation. Voilà. Mais quel rapport avec la piscine et le reste? C'est des travaux que nous avons réalisés. Malgré que vous ayez voté contre ces travaux. Madame Lucchini, je vous rappelle que vous avez voté contre la piscine. Je maintiens mon positionnement sur la Vous maintenez le positionnement. Vous essayez de noyer le poisson. C'est pas parce que j'ai parlé de piscine qu'il vous parlez de poisson. Les incidences sur le terrain, c'est les commerçants qui les assument. Allez, c'est levé.